Regardons ce qui se passe quand on donne des antibiotiques. Les antibiotiques, ça tue toutes les bactéries. Aujourd'hui, dans le cancer, on sait que certaines personnes, quand elles suivent un traitement d'immunothérapie, qu'elles prennent des antibiotiques, et ben en fait, elles vont répondre beaucoup moins bien au traitement d'immunothérapie. Pendant Covid, c'était la folie. L'environnement biotech, en ce moment, il est vraiment pas cool. Il est dans le rouge total. Les boîtes levaient des dizaines, des centaines de millions. Même avant d'avoir fait des tests chez l'homme, il y a de plus en plus de très gros financements. C'est compliqué de lever entre 20, 40 millions, 50 millions, ça devient très compliqué. Il voulait créer l'antibiotique du futur. On plonge aujourd'hui dans un monde de bactéries. L'intestin, le vagin, la bouche, bref, les bactéries sont partout. Celle auquel mon invité s'attaque avec sa boîte, ce sont les mauvaises bactéries qui se développent dans nos organes, sur nos organismes, un peu partout. Aujourd'hui, il dirige la biotech leader sur le microbiome. Sa technologie, je le vois hésiter, mais on va rentrer dans le détail. Sa techno va pouvoir s'attaquer à l'acné sévère, à des maladies de peau comme l'alopécie, le vitiligo. Sa techno pourrait potentiellement mettre fin à des maladies rares, lutter contre les Escherichia coli qui peut être mortel pour nos enfants, ou encore s'attaquer à toutes ces maladies qui prennent forme et se développent dans nos intestins. À défaut d'un tuto beauté, je vous propose un tuto santé. Donc tu prends un peu de crème, tu l'appliques sur la joue. Dans cette crème, des petits vaisseaux spatiaux viennent s'installer dans les pores de ta peau, créer des petites usines pour retraiter les bactéries au niveau local, ces bactéries qui peuplent nos organismes. Bon, petit spoiler, ceux qui ne croient pas dans la science, dans la génétique ou les traitements innovants risquent de déchanter. Ceux qui se sont autopromus infectiologues ou généticiens pendant le Covid risquent de faire des bonds sur leur chaise. Et si jamais vous passez par là et que vous pensez que le Covid était une pure invention, je vous recommande de stopper l'interview maintenant, au risque de faire une crise cardiaque qui, elle, sera bien réelle. Et si on pouvait programmer un médicament, en fait, comme on écrit une ligne de code? Cette question, je crois qu'elle trotte dans la tête de Xavier Duportet, mon invité depuis des années. Il est de ceux qui pensent que la biologie, elle aussi, peut être hackée, mais pour soigner. Il aurait pu rester chercheur, ingénieur ou les deux. Il est diplômé d'AgroParisTech, formé à l'INRIA et au MIT. Il a choisi de sortir du labo pour créer Eligo Bioscience avec un pari, utiliser le CRISPR, on expliquera ensuite, pour cibler ces mauvaises bactéries sans toucher aux bonnes. Bref, un pari qui prend forme dans un micro-labo à Paris, qui aujourd'hui l'emmène jusqu'aux portes des essais cliniques. En 2023, Eligo lève 30 millions de dollars pour développer un traitement révolutionnaire contre l'acné résistante, mais ce n'est que le début, je le disais. Derrière ce premier médicament, c'est une nouvelle génération de thérapies qui se prépare. On verra comment il va tenter d'y arriver. En tout cas, ces technologies seront plus précises, plus intelligentes et plus respectueuses de notre microbiome. Bref, je pense que c'est la plus longue introduction que j'ai jamais faite dans 40 nuances de Next. Xavier Duportet, ravi de te retrouver. Tout le plaisir est partagé. Pour m'accompagner, j'ai le plaisir de retrouver Étienne Grosse. Ravi Bonjour de t'avoir Thomas. Avec nous pour challenger Xavier. Tu es banquier corporate sur le secteur santé chez Neuflize OBC. Donc Xavier, tu me l'as dit, moi je suis pas là pour faire du storytelling, j'ai plein de choses à défendre, aussi pour l'écosystème. Je te confirme, on va pas faire que du storytelling, on va raconter l'état de la recherche, en l'occurrence, et notamment celle que vous menez, mais pas que. J'espère que ça intéressera pas que des entrepreneurs, mais potentiellement la santé, ça touche tout le monde. Donc ça devrait en intéresser plus d'un. Si vous nous découvrez grâce à Xavier, je vous invite à vous abonner soit au podcast, soit à la chaîne YouTube Feuille Blanche Média, où vous retrouverez tous nos formats et tous nos échanges avec les entrepreneurs. On se retrouve dans un instant après ce jingle. Feuille Blanche. 40 nuances de Next. Xavier, je pense qu'on va pas pouvoir démarrer sans un micro-tuto pour comprendre comment tout ça fonctionne. Je sais que la technologie de départ, c'est CRISPR. Je pense que certains en ont entendu parler au moment où on parlait de l'ARN messager pendant le Covid. Globalement, si je résume, c'est des ciseaux. Une fois que j'ai dit ça, mes connaissances s'arrêtent.
CRISPR, grand sujet, révolution dans la biotech, dans la médecine, dans plein de choses. CRISPR, c'est en gros une technologie, ce sont des ciseaux moléculaires qui permettent de découper l'ADN de façon vraiment facile. Découper l'ADN, ça sert à quoi? Pourquoi? Faut voir l'ADN comme donc le code génétique qui est donc le code en chacun de nous, en chaque chacun de être nos humain, cellules, ouais. en chaque cellule des êtres vivants sur Terre, des bactéries jusqu'aux êtres multicellulaires. Et ce code génétique, c'est un peu comme un code informatique. C'est comme un programme, ça code pour comment la cellule va fonctionner, ce qu'elle va produire, comment elle va fonctionner, comment elle va interagir avec les autres cellules. Et en fait, CRISPR a été découvert chez les bactéries, donc des micro-organismes, des organismes unicellulaires, qui, en fait, c'est un système de défense. Les bactéries, comme les êtres humains, doivent se défendre contre Un virus qui arrive, les cellules vont réagir. Exactement. Et donc les bactéries, même si c'est une seule cellule, c'est un organisme unicellulaire, elle a aussi des virus qui l'infectent. Et donc comment ça se passe? Un virus, c'est un autre code, mais beaucoup plus petit. Qui vient brouiller mon code à moi. Alors qui vient un peu hacker ta machine, donc la machine de production, et qui à terme va, dans la plupart des cas, tuer son hôte. Le virus, il injecte du coup dans la cellule son propre code, qui est un tout petit code, et en fait, il va hijacker tous la machinerie interne de la cellule pour en fait recopier son propre code et créer 10, 100, 1000 nouveaux virus qui vont remplir la cellule, et au bout d'un moment, la cellule va exploser et va relarguer ces nouveaux virus. Aux cellules d'à côté. Aux cellules d'à côté, voilà. Et donc, les bactéries évoluent, ont dû évoluer pour pouvoir survivre à ces virus. Et donc, le CRISPR, c'est un peu un des layers de défense en termes de système immunitaire de la bactérie, qui, en fait, c'est un petit ciseau qui va reconnaître les séquences, donc l'injection dans la cellule du code génétique du virus. Et en fait, quand elle va le reconnaître, eh ben, elle va le découper. Et ce qui est assez génial, c'est que les bactéries ont évolué pour en fait que ces ciseaux soient très modulaires, c'est-à-dire ne reconnaissent pas qu'une seule séquence, parce que les virus aussi évoluent. Hein, c'est toujours la guerre, une course d'évolution entre les bactéries et les virus. Et les bactéries, au fil des ans, des milliards d'années peut-être, ont réussi à comprendre, en fait, juste qu'il y a un nouveau code qui arrive. Exactement. Et quand il y a un nouveau code, elles peuvent s'adapter. Et en fait, la façon dont ce petit ciseau marche, c'est très complexe, mais c'est assez simple à expliquer. C'est une protéine, hein, c'est des acides aminés qui va pouvoir en fait s'accrocher sur le code informatique, sur l'ARN ou l'ADN du virus qui rentre dans la cellule. Et quand il va reconnaître une séquence particulière, va le découper. Et donc, quand il découpe cette séquence, c'est comme si on faisait qu'on coupe un morceau de code dans un programme informatique, ça marche plus. Hein, comme sur Word. Et donc, ça marche plus. Et donc là, ce qui est assez génial avec CRISPR, c'est qu'on avait déjà découvert dans les années 70 des ciseaux comme ça, mais qui n'étaient pas du tout modulaires. C'est-à-dire qu'un ciseau chez une bactérie ne fonctionnait que pour ça. Ne fonctionnait que pour une seule séquence. Et en fait, donc on a commencé à utiliser ces ciseaux dans la biologie moléculaire. Donc c'est toute la recherche qui sur justement sur la modification de l'ADN avec ces premiers ciseaux pas très modulaires. Donc c'était toujours assez compliqué parce qu'on pouvait découper le code génétique des cellules humaines, d'autres bactéries pour faire de la recherche, mais que à des endroits très précis qui étaient reconnus par les ciseaux qu'on avait découverts chez les bactéries. Mais là, ce qui change la donne complètement avec CRISPR, c'est qu'au final, on peut programmer là où ce ciseau va découper de façon très facilement, en fait, en lui donnant un petit guide, on l'aide. Donc on a le ciseau et on lui donne juste un petit guide, on lui donne une petite séquence sous forme d'ARN, d'acide nucléique. Et cette séquence, il suffit qu'elle matche exactement la séquence qu'on veut découper.
Et donc, Elle va reconnaître le code et elle va faire couper-coller. Et donc ça, c'est une véritable révolution en fait dans la biologie et dans la biologie moléculaire, parce que maintenant, on peut découper n'importe quelle séquence de façon modulaire, et on peut en découper plein à la fois. C'est-à-dire que dans des cellules, il y a une boîte qui est assez géniale, eGenesis, qui est une boîte qui cherche à faire à transplanter des organes d'animaux, des organes de cochons, chez l'homme, en fait, pour faire de la xénotransplantation. Alors, on dit que tout est bon dans le cochon, mais pas tout. Pas tout. Tout est bon quand on le mange, mais quand on a une petite transplantation d'organes, c'est pas génial, tout simplement parce qu'il y a des virus. Parce que dans le cochon, il y a des virus qui sont intégrés dans le code génétique du cochon et qui peuvent en fait être réactivés. Et donc, si jamais on transplante un organe de cochon et que les virus se réactivent, ça peut être assez dangereux, non seulement pour la personne qui a l'organe, mais aussi si après ça passe dans la population, c'est des virus contre lesquels on n'a pas forcément d'immunité. Et donc, là, pour en fait avoir des organes qui sont sains, et en fait, annihiler tous ces virus, il faut aller les trouver. Alors, on sait où ils sont, mais en fait, avant l'invention de CRISPR, en gros, il fallait faire des modifications une par une avec un ciseau pour découper tel endroit et modifier tel endroit du génome. Et puis après, il en restait encore 150. Maintenant, avec CRISPR, on envoie ce ciseau, on envoie en même temps dans la même expérience, tous les guides qui permettent d'adresser le ciseau. Et donc, on peut faire des dizaines, maintenant plus, de modifications en parallèle dans la même expérience. Et donc ça ouvre des portes assez dingues. Ça coûte moins cher. Ça coûte moins cher, ça va beaucoup plus vite. Et aussi, ce qui est très intéressant, c'est quand on réfléchit maintenant à des applications de thérapie génique. C'est quoi thérapie génique pour... Alors, la thérapie génique, donc l'édition des génomes humains pour faire des médicaments, des thérapies, il y a plusieurs sortes. Soit, par exemple, on a, donc dans notre code génétique, on a un code génétique qui est défectueux et par exemple il y a au lieu d'un dans Baptiste il y a un C, ça fait Captiste, donc c'est pas une bonne phrase, donc on va avoir dans notre code cette mauvaise lettre qui va donner une maladie. En gros, on va avoir une protéine qui va être mal conformée et donc typiquement dans la drépanocytose, cette maladie du sang qui change la conformation des globules rouges. Là, on peut vouloir faire de l'édition des génomes pour corriger cette molécule, pour corriger cette faute. Donc là, on la coupe cette pas, erreur, on la coupe pas, on la modifie, on la transforme. Donc on transforme un A, donc au lieu que ce soit des 0 et des 1, comme dans le code informatique, le code de la vie, c'est des ATGC, des acides nucléiques. Et donc, au lieu de mettre un A, on va le mettre en T, et ce qui va faire que dans la protéine qui va être issue de ce langage, on va corriger cette erreur. L'autre approche, c'est quand il nous manque un gène, par exemple. Il nous manque carrément, il y a un mot dans le code qui a été... Non, il n'y a pas une erreur dans ce mot, mais le mot n'existe pas. Et donc là, il faut apporter ce gène pour permettre l'expression de cette protéine. Et donc là, typiquement, c'est la thérapie génique assez classique où on va essayer d'intégrer dans nos cellules ce gène qu'on a synthétisé à l'extérieur et qu'on apporte et qu'on intègre dans notre génome. Il y a des limites à ça ? Alors, il y a plein de limites. Mais il y a surtout plein d'opportunités. C'est toujours intéressant de comprendre ce qui reste à craquer ou ce qui fait que c'est pas déjà partout dans les solutions qui sont proposées à nous, simples êtres humains. Alors, il y a plein de limites déjà parce qu'en fait, le champ des maladies pour lequel on comprend vraiment quelles sont les erreurs dans ce code donc il y a des maladies qui sont monogéniques, où on sait qu'il y a un gène qui est responsable de la maladie. Après, il y a plein de maladies au final où c'est pas un gène, mais c'est des dizaines de gènes, c'est des centaines de gènes. Et donc là, c'est très compliqué de pouvoir se dire si je fais une mutation ou une correction, ça va avoir un effet sur la maladie. Après, ça c'est plus au niveau fondamental. Après, quand on sait quel gène il faut modifier ou rajouter, il y a encore aujourd'hui des barrières technologiques qui sont typiquement les coûts de production. Ça coûte aujourd'hui de faire une thérapie. C'est d'avoir une dose. Souvent, on essaie de faire. Le but, c'est d'avoir une dose unique qui va vraiment modifier toutes les cellules qu'il faut pour avoir plus avoir de
vraiment une cure, a cure, a dose, one shot, one cure. One shot, one opportunity. Et ça, c'est pour des maladies rares, même des enfants qui sont tout jeunes. Et plus on le fait plus sur des maladies rares qu'on peut détecter très tôt, on peut changer la vie de quelqu'un. Mais on est à des thérapies qui coûtent entre 1 et 5 millions, par exemple. Et donc, même si, au final, donc là, on rentre dans des calculs, quel est le coût de la vie ? Ouais. Au final, oui, ça peut valoir des millions sur plusieurs années. En fait, le système aujourd'hui de remboursement, le système de santé, comment on price les médicaments, c'est très compliqué aujourd'hui d'arriver à avoir des gens qui payent plusieurs millions pour un médicament. Mais à la fois, les coûts de développement et les coûts de production sont encore énormes. Donc, il y a beaucoup de travail à faire là-dessus encore. Ouais. Et puis après, d'un côté technologique, il y a quelle est l'efficacité d'édition, il y a tout le côté de off-target. Donc, en fait, ces ciseaux, on essaie de les rendre les plus précis possibles. Parce qu'aujourd'hui, ils découpent, on peut les adresser à un endroit très précis. Mais par exemple, dans un génome humain qui contient un nombre dont la taille est est vraiment grande, ces ciseaux, la séquence d'adressage, le petit guide, il peut y avoir une séquence qui est un petit peu similaire quelque part d'autre dans le génome, et donc le ciseau peut faire des erreurs et découper à d'autres endroits. Et donc là, ça peut causer des problèmes, des cancers. Donc il y a tout si je fais le parallèle, c'est un chirurgien qui t'enlèverait le mauvais rein. Oui, alors ça c'est assez grossier, mais ça se voit. Le problème, ça se voit assez vite quand on t'enlève un rein. Un rein, là, ça peut être des choses qui sont, au final, tout ce qu'on appelle les off-targets, du coup, ce qui n'est pas ciblé comme coupure, c'est assez dur à voir et souvent, ça se voit pas tout de suite. Ça peut être des effets qui arrivent bien après. Et donc, il y a tout ce côté de safety encore qui est amélioré, mais là, il y a beaucoup de travail là-dessus. Et puis, il y a aussi un côté qui est tout ce qui est comment apporter ces ciseaux au bon endroit. Parce que il faut que ce soit... il y a des maladies où on a besoin, par exemple, de changer des cellules neuronales, des cellules du cœur, des cellules de certains muscles, de certains organes. Et en fait, il faut pouvoir arriver à avoir un vecteur de délivrance, donc que ce soit une particule virale ou une particule synthétique de lipides, qui va arriver à faire que ce CRISPR ou ces autres, il y a CRISPR mais il y a d'autres enzymes, puissent arriver jusqu'au bon organe. Et ça aujourd'hui, on a encore pas mal de difficultés. Parce que ça s'arrête souvent au niveau du foie. Alors en effet, c'est filtré, comme c'est souvent des injections systémiques, ça passe dans le sang. Et ensuite, il faut arriver à donner un tropisme plus important pour le vecteur vers l'organe qu'on cible. Et ça, c'est encore compliqué. Mais il y a plein de travaux en cours. Ça avance. Et donc ça avance. Mais voilà, il y a des... Mais ce qui nous amène à Eligo, ta boîte, où vous avez décidé de vous concentrer sur le microbiome et sur les bactéries qui peuplent nos habitats humains. Ouais. Les surfaces de notre corps, à l'extérieur, à l'intérieur. Ouais, on a choisi le microbiome. Alors en effet, moi on a pris un peu la tangente. Donc Eligo, ça fait un petit bout de temps que ça existe. Ça fait 10 ans que ça existe. Tu dis on a pris la tangente. On a pris la tangente parce que en fait on l'a créé du coup la recherche qui a été faite. Donc Eligo a été créé avec j'ai 3 associés. Qui sont un ami David Bicard, qui a été le Chief Scientific Officer d'Eligo pendant un petit moment, qui est en parallèle directeur du laboratoire de biologie de synthèse à l'Institut Pasteur, et que j'ai connu à l'Institut Pasteur il y a bien longtemps, en 2008, quand je faisais mon master là-bas, lui faisait sa thèse, et on s'est retrouvés aux US tous les deux, pendant que moi je faisais ma thèse au MIT, et lui son postdoc au Rockefeller. On s'est toujours dit qu'on voulait faire un truc ensemble. Et puis on a nos 2 professeurs. Moi j'ai un professeur du MIT et on a un professeur de la Rockefeller University avec qui on a cofondé la boîte. Et l'objet de départ, c'était de se dire on a la révolution de l'antibiotique. Alors à l'époque, au début, on n'avait pas vraiment ça en fait. Au début, on travaillait sur... en fait, c'était... Le CRISPR venait d'être découvert. Et en fait, David et moi-même,
on travaille sur les enzymes de phage, sur les phages, sur CRISPR, donc les virus de bactéries. Pas, merci. Les virus de bactéries, pas les virus humains. Tu n'es pas dans un colloque. Et en fait, tout le monde se disait CRISPR, c'est génial parce qu'on a, on a enfin un outil de biologie moléculaire pour découper de l'ADN qui nous permet de le faire beaucoup plus modulairement et donc de passer de la thérapie génique 2.0. Et ça, la thérapie génique, c'était quelque chose qui existait chez les hommes. En même temps, dans les années 2000, à la fin des années 2000 et au début des années 2010, il y a eu tout cet intérêt du microbiome. On a commencé à comprendre que les bactéries n'étaient pas seulement des agents pathogènes. Donc aujourd'hui, on a des infections à staphylocoque doré, des infections à Escherichia coli, l'anthrax. On connaît très bien les bactéries comme des mauvais organismes. Mais on a commencé à comprendre aussi qu'on avait des bactéries qui nous habitaient. Sur la peau, dans la bouche, dans les intestins, dans le vagin. Et que ça, pour des hypochondriaques qui nous écouteraient, c'est génial. C'est génial. Si on vivait sans bactéries, on vivrait très mal et on serait sans doute très malade. C'est des bactéries, donc ce qu'on appelle le microbiome. Ces bactéries, en fait, c'est comme un organe. C'est vraiment, il faut le voir comme un organe. C'est des trilliards de bactéries. Elles sont très, très, très différentes. Et elles ont tout un rôle, pour la plupart, en tout cas, un rôle important dans à la fois notre développement, donc que ce soit la stimulation, la programmation, la régulation du système immunitaire depuis notre tendre enfance, à partir du moment où on est, jusqu'à la fin de notre vie. Ce sont des bactéries qui ont un métabolisme, c'est-à-dire qu'elles mangent aussi beaucoup de choses, elles mangent nos aliments, elles sont essentielles à notre digestion, elles produisent plein de petites molécules qui sont essentielles, typiquement même qui influent sur notre système neurologique, qui influent sur notre propre métabolisme. Et donc en fait, ces bactéries, elles sont vraiment importantes pour la santé en gros. Donc il y avait CRISPR, il y avait David travaillait dans le laboratoire à la Rockefeller University de Luciano Marafini, qui était un des découvreurs de CRISPR. Et donc avec David, on disait mais qu'est-ce qu'on peut faire avec CRISPR? On travaille sur les bactéries, il y a le microbiome, sur les phages, les virus de bactéries. En thérapie génique, les gens utilisent des virus pour délivrer des choses, mais du coup nous on travaille sur le virus des bactéries. Les virus de bactéries aussi infectent les bactéries. Est-ce qu'on pourrait essayer de mettre CRISPR dans un virus et du coup de retourner ce système de défense des bactéries contre les bactéries elles-mêmes? Et donc, c'est là, en l'occurrence, les mauvaises bactéries. Et donc, c'est ce qu'on a fait. Et ce qui a été assez chouette, c'est que les résultats qui ont été... David a eu des résultats assez rapides sur... on prend un virus, on lui met CRISPR et on essaie de tuer les bactéries. Et en fait, les bactéries sont mortes très rapidement. Et on s'est dit, c'est assez génial parce que en fait, on a découvert, on a mis au point, on a inventé en fait un antibiotique révolutionnaire, quelque chose qui on peut, plutôt que ce soit, alors, comment ça marche les antibiotiques? Allez. Déjà, je sais que c'est pas automatique. C'est pas automatique. Et je m'arrête là. Mais en fait, c'est les antibiotiques, c'est des petites molécules. C'est en gros, il faut voir la vie, une bactérie, une cellule. En gros, dedans, t'as plein de moteurs qui fonctionnent, des rouages qui permettent à la bactérie d'avancer, de marcher, de manger. Et en fait, les antibiotiques, souvent, c'est des petites molécules qui vont se mettre dans les rouages et du coup, qui vont les empêcher de fonctionner. Et donc, la bactérie, le rouage peut plus fonctionner et donc, elle peut plus manger, elle peut plus se protéger et donc, elle va mourir. Et donc, il suffit qu'en fait, il y ait une bactérie qui ait un rouage un petit peu différent pour que l'antibiotique ne puisse plus être efficace, ne peut plus de rentrer dans le rouage qu'elle connaît, et donc la bactérie est résistante. Et donc là, c'est quand on parle de résistance aux antibiotiques, quand tout le monde prend trop d'antibiotiques. Exactement. Et donc quand tout le monde prend trop d'antibiotiques, ce qui se passe, c'est que, c'est assez génial en fait, les bactéries ne deviennent pas résistantes en fait aux antibiotiques à cause des antibiotiques en tant que tels. C'est les bactéries, en fait, quand un être vivant se réplique, les bactéries, elles doivent se diviser tout le temps, et en fait, quand on se divise, quand les cellules se divisent, elles font des erreurs. Et donc le code, c'est pas comme sur un ordinateur où on copie notre code sur une clé USB, c'est exactement le même. Dans un être vivant, quand il y a une division cellulaire, il y a des erreurs qui se font. Et donc les erreurs, c'est ça l'évolution. Les erreurs sont un peu ne sont pas programmées, elles sont un peu aléatoires, et donc... Ok, c'est pas simplement une adaptation de ces bactéries à tout ce qu'on essaie de lui envoyer. En fait, ce qui se passe, c'est que dans ton corps, quand tu as une infection à staph doré, par exemple, t'as pas un staph doré, t'en as sans doute des milliers.
Et donc, elle se réplique tout le temps. Et donc, potentiellement, par chance, il y en a peut-être une qui a une erreur dans son code qui va faire qu'un de ses rouages, Va se bloquer. bah, ce rouage, en fait, va être différent des autres et l'antibiotique ne va pas agir dessus. Et donc, ce qui se passe, Et c'est c'est que... lui qui va se répliquer. Eh ben, exactement. Et donc, ce qui se passe, c'est que toutes les autres Oh, je meurent. me sens plus intelligent Et là donc, d'un celui-là, coup. il se réplique. Il a le champ libre parce que l'antibiotique Ah ouais. a tué toutes les autres bactéries. Et il va repeupler. Et il va repeupler. Et donc, c'est là où tu commences, en fait, à avoir des infections qui sont vraiment graves. Parce que ce qui se passe, en fait, dans ton microbiome, quand tu as une bactérie qui vient, c'est la guerre. Son seul but, c'est de bouffer, c'est de manger et de se reproduire. Et donc, quand tu as tué tout le monde avec un antibiotique, si tu es tout seul et que t'as tout à bouffer tout seul, et ben en fait, tu prends le dessus. Et là, ça devient très compliqué. C'est un petit pas pour l'homme et un grand pas pour la bactérie. quoi. Exactement. Et donc là, en fait, nous, ce qu'on a mis au point, c'est un antibiotique, une façon de tuer les bactéries, mais complètement, en fait... Sûr. Enfin, il n'y en Alors, aura pas d'autres. c'est nouvelle, novatrice, qui est la plus précise possible parce qu'elle s'attaque, en fait, au code génétique même. C'est-à-dire que nous, les héligobiotiques, ce sont nos molécules, héligo qui veut dire, d'ailleurs c'est comme ça que la boîte a été, enfin le nom héligo en latin, héligere, choisir, sélectionner, donc c'est précision. Donc les héligobiotiques, en fait on délivre CRISPR dans les bactéries et on programme, on guide ces ciseaux pour reconnaître un code très particulier dans la bactérie qui différencie cette bactérie-là d'une autre. Et donc, cette bactérie-là, en fait, ce code la rend méchante, entre guillemets. Et donc, on va découper toute la méchanceté qui est en elle. Toute la méchanceté qui est en elle. Et il suffit de couper. Et ce qui est assez génial, c'est qu'il suffit de lui couper un tout petit peu. C'est pas la mort par thousand cuts. C'est tu lui coupes juste un endroit très précis. Et en fait, elle peut pas réparer cette coupure, la bactérie, vraiment très, très peu efficacement. Et donc, elle va mourir. Et donc, ça nous permet d'avoir un antibiotique qui est le plus précis du monde. C'est-à-dire, en fait, qui ne pourra, c'est l'antibiotique le plus précis, qui ne pourra, on ne pourra pas en inventer un plus précis. On peut tuer les bactéries en fonction de leur signature génétique, en fonction de leur code. Et ça, jusqu'à présent, c'était impossible. Et c'est donc là, on s'est dit, on tient quelque chose, parce que aujourd'hui, il y a de plus en plus de maladies où on se rend compte que les bactéries doivent être tuées. On se rend compte de plus en plus que c'est pas toutes les bactéries qu'il faut tuer, qu'il faut être extrêmement précis. Ouais. Et donc, on s'est dit, il y a quelque chose à faire. Mais je t'ai pas présenté comme le leader des néo-antibiotiques. Non. Alors, il faut quoi là pour arriver à cette étape ultime? Alors, on se positionne plus vraiment comme une boîte d'antibiotiques. Ouais. Parce que l'antibiotique, c'est... En fait, on a une action... Typiquement, quand on utilise CRISPR, on a une action antibiotique. Ouais. C'est-à-dire qu'on tue les bactéries. Mais aujourd'hui, les antibiotiques sont utilisés principalement en infectieux, dans les maladies infectieuses, et donc liées à l'antibiorésistance. Aujourd'hui, on a un programme chez Eligo en anti-infectieux, mais pour plusieurs raisons. En gros, nous, on pense que l'utilisation des CRISPR et donc cet antibiotique de précision contre les bactéries peut être utilisé bien au-delà de l'infectieux, dans des maladies inflammatoires, dans des maladies auto-immunes, en oncologie, et sur des bactéries qui ne sont pas des bactéries infectieuses, justement, sur des bactéries de notre microbiome qui nous peuplent et qui devraient être bonnes pour notre santé, mais parce qu'elles ont un petit défaut dans leur code, il faut qu'on puisse les tuer. Et donc, on explique l'incidence parce que je veux pas que ce soit trop abstrait. T'évoques des maladies, mais si tu peux en citer, je pense que ça parle à déjà à tout le monde, et deux, tu vois, tu me disais sur l'intestin, sur la peau, à certains endroits, on va traiter des bactéries, et la question c'est qu'est-ce qui se passe si on les traite pas. Et donc, pour quelle maladie à la fin pour nous? C'est le rendre très concret. Alors, du coup, nous, on a un programme, le programme phare de Eligo aujourd'hui, il s'appelle EB005. En pharma, en biotech, on a des noms. C'est le nom du fils d'Elon Musk. Non, mais c'est un petit lanceur, un petit vaisseau spatial qui s'arrime sur des bactéries. On n'est pas loin. On n'est pas loin. Franchement, c'est quelqu'un dans la boîte, Antoine, notre VP Research, qui dit au final... On fait comme Elon Musk, comme le spatial, mais au pas final, dans l'infiniment grand, mais dans l'infiniment petit.
Et c'est parfois beaucoup plus compliqué parce qu'on ne connaît rien, on ne comprend rien, on ne voit rien. Et donc, c'est très, très compliqué, mais c'est fascinant et c'est vraiment une chouette expérience. Une chouette aventure. Donc, l'acné, EB005. EB005, c'est un produit pour traiter l'acné modéré à sévère. Pourquoi l'acné modéré à sévère ? En fait, ce qui est assez chouette, intéressant, c'est que sur la peau, on a tous une bactérie qui s'appelle Cutibacterium acnes. C'est la bactérie qui est présente chez tout le monde. Et elle représente 80% des bactéries qu'on a sur la peau. Cette bactérie, elle est ultra importante pour la santé. C'est une bactérie qui permet, en fait, qui interagit beaucoup avec notre système immunitaire, parce qu'elle est dans le follicule pileux. Là où il y a nos poils de notre peau. Ouais, dans le poil, en fait, là où le poil pousse, où il y a le sébum qui est créé. Et donc, elle est au fond dans ce follicule pileux. En fait, il y a plein de cellules immunitaires et des cellules souches, et ça représente une surface colossale, parce qu'on a, au final, on se rend pas compte, mais on a des milliers de follicules pileux rien que sur le visage, et ça fait plusieurs millimètres. Enfin, c'est une surface colossale. Et donc, cette bactérie, elle est en constante interaction avec l'hôte, et elle permet de réguler notamment le système immunitaire, l'immunité locale de la peau. Et chez les patients qui ont de l'acné, on a regardé pas mal d'études assez poussées de métagénomique, c'est-à-dire regarder le code génétique justement des bactéries de la peau des patients. Et en fait, ce qu'on a vu, c'est qu'entre les gens qui ont de l'acné et les gens qui n'ont pas d'acné, il y a dans cette population de bactéries Cutibacterium acnes, il y a une sous-population. C'est comme si en gros dans une famille il y avait l'oncle relou. L'oncle relou, l'oncle gangster, qui, en fait, est enrichi chez les patients avec de l'acné. Et quand on regarde cet oncle gangster, en fait, on voit que dans son code génétique, il a des séquences qui, en gros, sont très probablement liées à la surexpression de petites molécules qui sont inflammatoires. Et donc, en fait, qui va driver l'inflammation dans le hair follicule. Provoque l'acné. Ce qui est un des facteurs importants de l'acné. Donc l'acné, c'est assez multifactoriel. Au début, il y a le pore qui va se cloguer parce qu'il y a une surproduction de sébum. Mais en fait, une fois que c'est clogué, ces bactéries, elles adorent le sébum, elles adorent l'anaérobie quand il n'y a pas d'oxygène, et donc elles vont pousser à fond. Elles ont plein de nourriture, c'est génial, et elles grandissent dans le pore. C'est pour ça que souvent c'est infecté, c'est plein de bactéries, et puis ensuite ça crée de l'inflammation, et surtout quand ces bactéries sont pro-inflammatoires, donc quand c'est l'oncle gangster et toute sa progéniture, en fait il y en a beaucoup plus chez les patients avec de l'acné, et donc celles-là en fait sont carrément associées à la sévérité et au fait du coup que ces peaux aient plus de lésions. Et donc ce qui est assez intéressant, c'est qu'aujourd'hui il y a des traitements antibiotiques pour l'acné. Mais le gros problème, c'est que la majorité, tu prends n'importe qui, si on regarde les bactéries que tu as sur ta peau, sur ma peau, elles sont quasiment, il y en a une grande partie qui est résistante à ces antibiotiques. Et l'autre problème des antibiotiques, c'est que ça va tuer tout. Encore une fois, c'est pas spécifique, et donc ça va tuer même toute la famille qui est bonne et tous les mauvais. Et donc en fait, ce qui se passe, c'est que tu vas baisser tout le monde, mais quand tu vas arrêter le traité, ça remonte, et puis voilà, donc il y a plein de problèmes de peau qui sont liés à ça. Parce que nouvelle terre rase, et donc qui peut accueillir d'autres choses. Et puis en fait, d'ailleurs, on se rend compte que les mauvaises bactéries, les oncogangstéries, sont plus résistantes aux antibiotiques que les autres, donc tu vas créer une dysbiose, qu'on appelle une dysbiose, donc un déséquilibre de la flore, avec plus de bactéries pro-inflammatoires qui vont prendre le dessus. Et donc ce qu'apporte notre thérapie, nous en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on a un petit vaisseau spatial qui est composé de protéines. Je sais pas, qu'est-ce que tu lances comme petit... Mais ça me regarde. Quand je dis un petit mot un peu chelou, tu fais... Non. Je suis pas en train de te censurer. Je suis en train de me dire, tiens, peut-être à garder plus tard pour un extrait. Ah, d'accord. Et donc je me mets des marqueurs invisibles, un peu comme tes bactéries, et je vais faire un traitement particulier avec les équipes qui vont... Donc on fait des petits vaisseaux spatiaux. Ce sont des petits vaisseaux spatiaux qui sont faits de protéines, qui sont microscopiques, ça fait 40 nanomètres, donc c'est minuscule, dans lequel il y a un code, comme vraiment une clé USB. Tu peux faire ça comme une clé USB, mais miniature. Et on fait de l'ingénierie pour qu'on soit sûr que ce vaisseau spatial, il va reconnaître ces bactéries sur la peau. Il va injecter le code génétique, ce code. Ce code donc la bactérie va le lire. Elle va produire ce petit ciseau, parce que le code programme pour le ciseau, et le ciseau va être guidé pour les séquences, le code qui rend cette bactérie
inflammatoire, gangster ou non. Et donc c'est un gel qu'on met sur la peau et qui va en fait tuer de façon extrêmement précise, le plus précise que tu peux faire, seulement les bactéries pro-inflammatoires tout en laissant les bénéfiques complètement intacts. Ça, c'est pour l'acné. C'est pour la peau. C'est pour la peau. Ça occupe quand même une grande partie aujourd'hui de Eligo. C'est quoi les autres sujets sur lesquels c'est peut-être un peu moins avancé, mais où il y a des explorations énormes? C'est un peu, c'est ce qui est compliqué en biotech. C'est que tu peux aller partout. Tu peux aller partout, mais au final, ce qu'on fait, je pense, tu demandes à n'importe qui, ils disent mais c'est des tarés, c'est fou, c'est quoi ce truc? En fait, à chaque fois que je vois que je me dis le mec est taré, j'appuie sur le petit bout. C'est ça. Mais oui, il faut être taré pour se lancer là-dedans, mais en même temps, les applications sont assez géniales. Ça prend beaucoup de temps, mais donc là, la peau, l'acné, on est assez proche. On doit rentrer en clinique l'année prochaine, donc on va faire nos premiers essais chez les patients d'acné l'année prochaine. Mais à côté de ça, aujourd'hui, on est super intéressé. En fait, on va vraiment creuser ce côté dermato, donc immunodermato, l'immunité de la peau, parce que ce qui est assez génial, c'est que on peut délivrer CRISPR, donc ces petits ciseaux pour tuer les bactéries, mais en fait, on peut délivrer n'importe quel code. Et donc, en fait, on n'est pas obligé de les tuer, ces bactéries. Et comme des gens qui n'ont pas de l'acné, toi, moi, qui n'ont plus d'acné, on a ces bactéries sur la peau qui sont proches des cellules immunitaires. Et donc, en fait, aujourd'hui, quand on réfléchit aux maladies de la peau en dermato, par exemple, en immunodémarto, les maladies inflammatoires, les maladies auto-immunes, en fait, le vitiligo, alopécia, c'est des maladies où on perd des cheveux. L'alopécie, c'est notamment ce qu'avait Édouard Philippe. Voilà, exactement. Pour projeter. Il y a l'alopécie androgénique quand nous, on perd nos cheveux quand on devient. Mais ça, c'est bon. Il y a le vitiligo. Attends, t'as une solution pour ma perte de cheveux, là? Bah, peut-être un jour, oui. Gros marché. Retourne au labo, là. Le vitiligo, tu sais, les gens qui ont qui perdent la pigmentation de la peau, donc qui est assez aussi debilitating. En fait, les traitements qui existent aujourd'hui sont des traitements qui sont assez lourds. C'est des traitements biologiques systémiques, donc c'est par injection, et donc c'est des molécules, des molécules qui vont avoir, même si elles doivent agir sur la peau, en fait, elles agissent un peu partout, donc il y a des effets secondaires assez forts. Et donc aujourd'hui, ce qu'on se dit, c'est qu'on a quelque chose qui est assez unique, qui nous permet en fait d'utiliser les bactéries comme des petites usines de production. C'est ce qu'elles font naturellement. Elles sont dans notre corps, elles produisent plein de choses pour interagir avec l'autre. Et donc, la vision, c'est un peu de se dire, bon bah, ok, CRISPR pour les tuer. Pour des maladies, c'est intéressant. L'acné, en oncologie, il y a des bactéries dans les tumeurs qu'on veut aussi tuer potentiellement. Pour les maladies inflammatoires de l'intestin, il y a des bad guys qu'on veut tuer aussi. Mais d'autres oncles gangsters, mais aussi il y a ces bactéries qui sont là, qui existent, qui font partie, qui comme un organe en fait chez nous, qui sont proches des cellules qu'on veut cibler, qui sont impliquées dans la maladie, et donc délivrons dans ces bactéries en fait un code qui va leur faire exprimer ces molécules qu'on utilise normalement en injection systémique, mais pour qu'elles soient en fait donc que ces bactéries dans le follicule pileux par exemple expriment de façon locale ces molécules, donc de façon très locale, une activité je vais poser une question très naïve, mais de toutes les micro-usines à production qu'on a en nous, c'est les bactéries qui ont le plus de productivité possible. Nos propres cellules sont très bonnes aussi, hein. Mais en fait, ça dépend qu'est-ce que tu veux faire. Je suis pas sûr que tu veuilles modifier une cellule pour produire en continu de l'anti-inflammatoire. Je pense qu'il y a un côté de safety aussi qui est intéressant. Les bactéries, si ça va pas, tu peux mettre un coup d'antibiotique et ça s'en va. Après, tu as la localisation aussi qui est très intéressante et comment tu arrives à cibler ces bactéries. Alors j'ai 10 000 questions qui me viennent. La première, c'est que dès qu'on commence à parler de modification de l'ADN ou du microbiome, etc., t'as plein de gens, et ça s'entend, à qui ça fait peur. Et j'imagine que t'as déjà eu à répondre à ces sujets-là. Mais voilà, pour quelqu'un là qui nous écoute, qui se dit ok, ça a l'air séduisant sur le papier, mais est-ce que c'est safe? Alors, en fait, t'es pas un savant fou. Non, clairement, c'est quelque chose qu'on prend très au sérieux chez Eligo. Il y a heureusement déjà toute une réglementation très forte, c'est-à-dire qu'on
On fait pas un produit consumer qui est pas réglementé, qui part dans la nature. Aujourd'hui, on est soumis à une réglementation. Quand on développe un médicament, on est soumis à une réglementation très 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 lourde. C'est pour ça que ça prend autant de temps et que ça coûte autant d'argent. C'est 10-15 ans pour mettre un médicament sur le marché. C'est entre des centaines de millions et 2 milliards qu'il faut dépenser. Avant tout, ce qui compte, c'est la safety. C'est à quel point justement c'est pas dangereux. Premier point. C'est le premier point. Et donc les essais cliniques, les premiers essais cliniques, c'est même pas de montrer que ça marche. Tu dépenses du cash pour montrer C'est pas dangereux. que c'est pas dangereux. Ouais. Aujourd'hui, on se rend pas compte à quel point la modification du vivant, l'ingénierie génétique est ancrée dans nos vies. On y en a de partout. Les médicaments aujourd'hui qu'on produit, alors c'est pas la production d'aspirine, d'artémisine, il y a plein de médicaments qui sont produits par des bactéries ou d'autres organismes, des levures qui ont été modifiées génétiquement pour transformer du sucre, du carbone, en un produit qui est utilisé chez l'homme, que ce soit des médicaments, que ce soit des matériaux. Aujourd'hui, il y a du cuir, il y a des fibres textiles, il y a plein de choses qui sont fabriquées par des organismes génétiquement modifiés. La plupart du temps, il y a une grosse question de containment. Donc, quand on produit ces choses-là, comment on s'assure que les organismes modifiés ne soient pas relâchés dans l'environnement. Après, ce qu'il faut comprendre aussi et qui est très important, c'est que quand on modifie un organisme, on le modifie quand tu lui rajoutes une fonction, en gros, il y a un objectif particulier qui, la plupart du temps, même tout le temps, va vraiment à l'encontre de ce que veut l'organisme, de ce qu'on appelle sa fitness, de ce pourquoi il est programmé. Ouais. C'est comme si aujourd'hui, on demande d'aller courir un marathon avec un boulet sur le pied. En gros, le vivant, c'est fait pour manger, c'est fait pour se reproduire. Les bactéries, enfin, c'est pas fait, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Le but, c'est elles mangent, elles se reproduisent. C'est le principe de la vie. C'est le principe de la vie. Et si tu lui mets un boulet sur elle, sur la bactérie, en fait, la première chose qu'elle a envie de faire, c'est de couper et c'est d'enlever le boulet. Donc, et ça, c'est assez marrant parce que quand on produit, on utilise un organisme pour produire une molécule dans des fermenteurs, eh bien, ce qui se passe, c'est que justement, au bout de 10, 15, 20 générations, 100 générations, comme il y a des erreurs qui sont créées à chaque fois que les cellules se répliquent, il suffit qu'il y ait une erreur qui fasse que ton programme que tu as inséré dans la cellule ne marche plus. Cette cellule-là, elle va prendre le pas sur toutes les autres parce qu'elle va, du coup, ne plus avoir à tirer son boulet. Et donc, elle va, en fait, coloniser complètement ton fermenteur, si tu veux produire des médicaments. Et donc là, tu vas devoir arrêter ta production parce que tu n'as plus que des bactéries qui ne sont plus fonctionnelles. Et donc ça, c'est ce contre quoi, en fait, c'est ce qui se passe de façon complètement naturelle. Et donc, aujourd'hui, évidemment, il faut faire extrêmement attention à ce qu'on relâche dans la nature, aux GMO, etc. Donc, c'est pour ça qu'il y a une réglementation GMO. qui est Genetically Modified Organism. Il y a une réglementation qui est extrêmement, extrêmement forte. Mais tant que tu donnes pas un trait qui va permettre une caractéristique, si tu donnes pas en fait un super pouvoir à la cellule que tu modifies, elle répondra pas à ce pourquoi on a besoin d'elle. En fait, elle va très vite perdre son activité que tu as ingénierée dans elle parce que ça lui sert strictement à rien. Et donc aujourd'hui, nous, pour nos thérapies, en fait, nous on délivre des petits ciseaux qui vont découper et tuer la bactérie. Quand on regarde les antibiotiques, en fait, pour nous, ce qui nous fait plus peur, c'est pas tellement le fait de délivrer ce petit ciseau et découper. Quand on réfléchit c'est que regardons ce qui se passe quand on donne des antibiotiques. Les antibiotiques, ça tue toutes les bactéries. Aujourd'hui, on sait y compris les bonnes. Y compris les bonnes. Et donc, typiquement, on parlait de cancer. Aujourd'hui, dans le cancer, on sait que certaines personnes, quand elles suivent un traitement d'immunothérapie et qu'elles prennent des antibiotiques, eh ben, en fait, elles vont répondre beaucoup moins bien au traitement d'immunothérapie. Et donc, leurs chances de survie sont beaucoup plus faibles. Tout simplement parce que les bactéries qu'on a dans notre corps,
Elles servent aussi à lutter. À lutter, donc parce qu'elles servent elles influent le système immunitaire, et dans certains cas, c'est vraiment important pour lutter contre le cancer. Et donc aujourd'hui, il faut des choses extrêmement précises, et donc c'est pour ça que c'est assez intéressant. Et je vais te poser une question, encore une fois très naïve, mais à partir du moment où potentiellement tu peux contrôler toutes ces bactéries qui peuplent notre peau, notre corps, etc., comme a priori notre peau c'est la première rempart à tout un tas d'influx extérieurs, est-ce que c'est pas la solution à tout ce qui modifie notre organisme en passant par la peau? On parle des PFAS, des choses comme ça. Est-ce que ça peut pas être la rempart organisée avec une petite armée de vaisseaux et de production à tout un tas de choses qui viennent Oui, alors je pense que là on parle de science-fiction parce que ouais, non mais en fait des fois les inventions naissent un peu de ce côté carrément, ici. carrément. Je pense, enfin, tu vois, typiquement, il y a plein de, tu peux réfléchir même rien que sur les polluants, etc. Tu peux imaginer avoir des bactéries de la peau qui vont tout simplement en fait dégrader les polluants qui viennent. Alors en fait, je pense que ce qui est très compliqué, c'est aujourd'hui quand tu réfléchis l'impact de l'environnement sur la santé, en fait, c'est des centaines de molécules qui arrivent, qu'on prend en pleine face, quoi. Tu pourrais imaginer, il y a plein de toxines dans ce qu'on mange. Dans ce qu'on mange, il y a plein de toxines. Tu pourrais imaginer avoir dans ton intestin des bactéries qui sont là pour en fait manger ces toxines et dégrader avant qu'elles passent dans ton sang. Donc oui, c'est possible. C'est après. Mais là, on parle de très très loin. Non, mais ça veut dire que du coup, tu prends une bactérie et que tu lui mets un code qui est un code qui est immense, et donc la bactérie, en fait, elle est pas du tout faite pour ça. Donc elle va vouloir s'en débarrasser tout de suite. Donc en fait, c'est comment tu crées des choses qui sont résilientes pour les fonctions. Mais nous, ce qu'on fait aujourd'hui, c'est des choses qui sont pas génétiquement stables, dans le sens où le but, c'est pas quand on coupe, on tue. Si on coupe pas, le circuit, il part rapidement de la bactérie. Quand on envoie un code, c'est pas un code qui est périn, c'est un code qui est parti. Donc il n'y a pas une modification qui est vraiment durable. Mm-hmm. Et ça, c'est très important. Et donc ça fait partie aussi de la réglementation sur laquelle on travaille. Alors, j'espère enfin moi en tout cas j'ai mieux saisi de quoi on parle. Ouais. Évidemment, dans 40 nuances de Next, on reçoit des entrepreneurs avec des enjeux business. Tu l'as dit, hein, une biotech, c'est parfois plusieurs dizaines de millions, voire plusieurs centaines avant la mise sur le marché. Ça prend du temps. Faut des investisseurs, bref, c'est tout un marché, et on a beau parler de solutions qui peuvent révolutionner complètement la santé humaine, et d'ailleurs au-delà de la santé humaine, on n'a pas toujours tous les moyens, donc faut faire des choix. Vous, sur vos domaines, il y a plein de biotech qui ont planté, parfois qui ont levé plus d'argent que vous, et vous avez réussi à faire quand même un certain nombre d'avancées que d'autres n'ont pas réussi à faire. Je veux bien que tu nous décrives un peu le décor du secteur, dans quoi tu évolues, l'orientation notamment sur la l'immunodermato. La dermato, pardon. Est-ce que c'est parce qu'il y avait plus d'opportunités business à court terme pour permettre de payer cette recherche fondamentale qui va permettre de résoudre tous les autres sujets que tu as évoqués tout à l'heure? Enfin voilà, c'était quoi un peu la strat? L'environnement biotech en ce moment, il est vraiment pas cool. Il est dans le rouge total. En France, à l'étranger, il est pas réjouissant. Mais bon, il y a quand même des boîtes qui se font qui se financent bien. Ce qu'on voit aujourd'hui en termes de financement, c'est qu'il y a de plus en plus de très gros financements. Donc des VC qui se mettent ensemble, qui font des gros deals, souvent tranchés, et beaucoup moins de plus petits deals de taille intermédiaire. Donc il y a encore pas mal de seed, mais après c'est compliqué de lever entre 20 et 40 millions, 50 millions, ça devient très compliqué. Pendant Covid, c'était la folie. Il y a eu un engouement pour les biotech avec le succès de Moderna, etc. Et les boîtes levaient des dizaines, des centaines de millions sur des données précliniques. Donc, c'est-à-dire même avant d'avoir fait des tests chez l'homme.
Et donc ça a eu un peu un retour de bâton parce que il y a plein de boîtes. C'est un peu comme lever sans avoir prouvé qu'il y avait des clients pour ta boîte, quoi. Enfin, c'est un peu l'idée dans plein d'autres domaines. Ouais, avant ton product market fit, où je connais pas trop le. mais oui, c'est lever beaucoup d'argent un peu trop tôt. Donc il y a eu pas mal de retours de bâton parce qu'il y a plein de trucs qui se sont crashés. Ça veut dire fait des investisseurs aujourd'hui qui sont plus frileux. Oui, et en fait aujourd'hui, en effet, il y a eu très peu, même le M&A aujourd'hui est pas au top. Il y a les IPO, il y en a presque pas eu. On parle principalement des US, c'est le marché le plus important où là il y a le plus de capitaux. Et au final aujourd'hui, il y a eu un grand vent de rationalisation des pipelines où tous les investisseurs, nous on a levé en 2023, c'était l'année très compliqué pour lever. Et vous avez levé quand même. Et on a levé quand même. Et toutes les boîtes, quasiment toutes les boîtes, ont eu à faire ce qui est compliqué, c'est de rationaliser et de se dire, mais ce qui est essentiel au final, peut-être qu'on revient à des fondamentaux plus healthy, plus sains, c'est de se dire, ok, maintenant, ce qui crée de la valeur chez les biotech, c'est les value inflection points, c'est les data cliniques. Donc c'est de passer les différentes phases cliniques, d'abord safety, ensuite premier signe d'efficacité, et puis ensuite vraiment des données statistiques sur une plus grande population pour l'efficacité de la molécule, du médicament. Et donc ça, c'est vraiment les big inflection points. Et donc la rationalisation, ça a été, ok, maintenant on finance les boîtes, elles ont peut-être une super plateforme, elles peuvent peut-être changer le monde, mais maintenant on veut voir des vrais data. Et donc on finance pour arriver en clinique. Et des data sur des marchés et sur des marchés... Important. Voilà. Oui, avant, et donc un peu ce qui arrivait à Eligo, nous on a commencé on a dû un peu pivoter, pas sur la techno mais sur l'indication. Ça arrive assez souvent où on choisit une première indication. C'est une solution spécifique. C'est-à-dire, en fait, on travaillait au début sur une indication thérapeutique qui était justement les Escherichia coli qui produisent de la toxine. Donc, ces bactéries qui ont été impliquées dans les pizzas Buitoni, les morts des nourrissons après sur des enfants après, c'était il y a 2 ans sur les pizzas Buitoni qui sont faits. Donc, en fait, c'est des bactéries qu'on ingère et qui créent des toxines dans l'intestin, qui créent des diarrhées hémorragiques et puis qui ruinent les reins. Et ensuite qui conduisait à la mort de certains enfants. Et alors, je me permets, Xavier, mais c'est important d'expliquer, tu vois, les dilemmes qu'il faut faire aussi parfois quand tu es entrepreneur avec une solution, en l'occurrence comme la vôtre, parce que évidemment, quand on t'entend parler, alors je saurais peut-être pas bien le prononcer, mais des Escherichia coli avec de la mort infantile versus, alors oui, c'est toujours gênant d'avoir de l'acné, même sévère, etc. Et je pense qu'il y a beaucoup d'adultes qui se rappellent de leur adolescence qui n'étaient pas réjouissante à ce moment-là, mais où ça n'a rien à voir avec la mort. Alors justement, je pense que ça c'est un truc alors vas-y, reprends. Très important. Je vais reprendre parce que justement c'est quelque chose aussi sur lequel on a beaucoup travaillé, parce que en fait, alors Escherichia coli, donc et dilemme, nous ça a été, je pense, un des plus gros dilemmes dans la boîte. On a dû changer, ce qui était très compliqué parce qu'on avait un programme qui était prêt à rentrer en clinique et on a dû le couper et dire on arrête. On fait autre chose. Faute de financement. En fait, les investisseurs, aujourd'hui, dans le contexte actuel de marché, ne veulent pas financer des essais cliniques longs et coûteux pour un marché, même s'il y a des enfants qui meurent. En fait, c'est un marché où il y a 15 000 infections aux US et en Europe dans le monde. Donc, au final, c'est un tout petit marché. Et donc, il faut qu'on se repositionne là où les investisseurs veulent bien investir. Parce que, oui, notre but, c'est de faire des médicaments pour sauver la vie des gens. Mais il faut qu'on ait de l'argent pour le faire. Si tu plantes la boîte, il n'y a plus aucune solution. Et donc ça a été vraiment terrible. Non, mais c'est bien de le dire. Ça a été super compliqué parce que si on faisait pas ça, la boîte survivait pas. Mais en fait, pour tout le monde, et en biotech, c'est ça qui est dingue, c'est que les gens ont bossé comme des malades chez Eligo. Les gens bossent comme des dingues. Ils sont passionnés par ce qu'ils font. Et ils ont mis au point un médicament qui potentiellement pouvait sauver la vie des enfants. Et donc il y a rien de plus tu vois, te dire, les gars, désolé, moi c'était un des discours les plus durs, je pense, que j'ai fait pour la boîte, tu vois, de dire, on arrête ça, on doit arrêter ça. Et après, il faut expliquer, et en final, en France, nous, on est une boîte avec les jeunes, entre guillemets, que tu embauches, qui viennent de thèse, qui sortent de l'académique, ils connaissent pas ça, ils connaissent pas. Et moi non plus, en fait, je connais pas. C'est ma première boîte, j'ai monté quand j'avais 25 ans. Mais en fait, ces trucs sont assez courants dans les biotech. On arrête des projets parce que
Pas parce qu'il marche pas, mais parce que le contexte, c'est trop compliqué, c'est trop long, c'est pas le bon contexte économique, on shelf project, et après, potentiellement... Et donc, aujourd'hui, on discute avec des gens potentiellement pour réavancer ce programme, le projet, etc. ouais. Mais c'est un marché compliqué, c'est un petit marché. Et l'acné... Alors oui, on pense que c'est un truc parce que c'est pas si grave que ça, que c'est une maladie voilà, qui est un peu gênante. Mais en fait, quand tu regardes l'acné dans le monde, l'acné, ça va de mild, moderate à severe en fonction du nombre de lésions et de la gravité des lésions sur la peau, mais aussi sur le dos, sur le chest. Corps, ouais. Et donc, il y a 600 millions de personnes dans le monde qui ont l'acné au tenté. Sur ces au tenté. Et donc il y a 20% des gens dans ces 20% des patients acné qui sont des moderate to severe et donc qui vont dire qu'ils ont plus de 40 lésions sur la peau. Ces gens-là, au final, ça fait 120 millions de personnes. Tu regardes l'impact sur la qualité de vie des gens, de ces gens-là, c'est aussi fort que des maladies comme l'asthme, comme le diabète, comme... à ce point-là, les gens, l'impact psychosocial est assez important. Le nombre de gens qui se suicident aussi à cause de l'acné. L'acné sévère, c'est assez impressionnant. Je sais pas si... En fait, on voit pas ces gens-là. Le truc, c'est que les gens qui ont de l'acné modéré sévère, on les voit pas. Ils se cachent. Il y a des façons de cacher aussi pas mal de choses. Mais c'est des gens qu'on voit très peu. C'est des gens qui sont beaucoup moins embauchés au travail. Tu regardes, en fait, ces gens-là dans la société, ils sont exclus complètement. L'acné... pardon, excuse-moi. J'ai peut-être pas assez travaillé mon sujet, mais donc c'est pas qu'à l'adolescence. Alors l'acné, c'est une maladie en fait, ça rentre dans la maladie chronique parce que l'acné qui dure 2-3 ans, l'acné dont tu parles de l'adolescence, les quelques petits pimples, ça dure 2-3 ans. Mais en fait, tu regardes l'acné modéré à sévère, ça peut durer entre 6 et 9 ans. L'âge de consultation aux US pour les cas, l'âge moyen, c'est 22 ans. Donc, c'est des gens qui sont quand même assez âgés. Sur les femmes, c'est assez terrible. L'acné, modéré à sévère, il y a l'acné actif quand t'as les boutons, mais il y a le post-acné. Donc, c'est le scarring. Donc, il y a beaucoup de gens qui ont des énormes cicatrices. Et sur les peaux blanches comme nous, ça va. Mais quand tu regardes sur les peaux qui sont colorées, que ce soit des peaux noires, des peaux plus marron, des peaux asiatiques aussi, c'est assez terrible. Ça laisse des traces et donc le burden de l'acné modéré à sévère, en fait, aujourd'hui, toutes les marques de cosmétiques, tu vois des pubs de partout, on soigne votre acné avec 2-3 trucs, etc. Déjà, je me rappelle à l'époque, les pubs à la télé, j'ai oublié la marque, mais ouais. Et en fait, ça rend cette maladie un truc cosmétique. Mais c'est pas cosmétique. Tu parles aux KOL qui reçoivent des gens qui ont de l'acné un peu quand même un peu sévère, c'est vraiment painful. Et tu peux te dire, je vais peut-être sauver... alors, c'est pas 15 000 bébés qui meurent. Il y a 15 000 cas d'infection, il y a 5 à 10%, donc tu peux sauver ces gens-là, ou tu peux avoir un impact sur 120 millions de personnes dans le monde. Et donc, quand on réfléchit en termes d'impact, c'est quoi l'impact ? Et donc, évidemment, c'est comme tu vois aujourd'hui, quand on parle à des investisseurs, c'est assez marrant. Ils nous disent, oui, on a une thèse où on va investir en oncologie. Mais tu regardes aujourd'hui les médicaments en onco qui sortent souvent, c'est des médicaments qui permettent de rallonger la vie des gens qui ont des cancers, qui sont souvent des cancers quand on est plus vieux, des gens et des cancers qui rallongent la vie de 6 mois, 1 an. Et moi, personnellement, tu vois, c'est quand je préfère avoir un impact sur des gens qui ont entre 15 et 25 ans et sur 120 millions de patients qui souffrent, au tenté, qui vont souffrir demain, et vraiment leur offrir une qualité de vie pendant des années qui sera bien meilleure. Et encore une fois, ce marché, une fois qu'il pourra être adressé, donne les moyens complets d'aller adresser peut-être des plus petits sujets, mais il y aura peut-être l'avancée de la recherche, de la rapidité de mise sur le marché. Ouais, alors ce qui est assez génial, c'est qu'aujourd'hui, nous, justement, pourquoi on s'intéresse vachement à l'immunodermato, c'est que une fois que tu as développé un premier médicament avec un vecteur comme on a pour cibler cette bactérie, en fait, quand on va l'avancer vers la clinique et en clinique, on va apprendre plein de choses sur cette molécule, sur comment elle pénètre dans la peau, tout le côté réglementaire autour. Et donc, si on peut créer de nouvelles drogues, nouvelles molécules, drugs, on peut créer... Tu switches souvent en anglais, mais oui. Des nouvelles molécules thérapeutiques. Tu vas finir en tôle.
On réfléchit à des trucs marrants aussi. C'est vrai. Mais... Tu peux ne pas poursuivre au micro, mais je veux la fin de cette histoire off micro. Non, à un moment, on a été contacté par la. J'ai discuté avec un agent de l'agence américaine. Ouais. La DEA Non. Agence américaine plutôt visionnaire qui venait me demander est-ce qu'il serait possible d'utiliser le microbiome de nos astronautes par exemple pour créer localement des molécules du coup qui a un impact sur le côté un peu neurologique pour booster bref, c'était des discussions un peu Non, mais c'est l'idée que dans l'espace on se sent seul et qu'on peut Alors astronautes, c'était plus pour les astronautes, mais c'était plutôt les gens plutôt des soldats. Ok. C'était une agence plutôt donc c'était marrant. Je sais pas s'il faut qu'on garde ça ou pas. Ouais, on a cité personne. Mais du coup sur la peau, en fait, ce qui est génial, c'est que si on arrive à faire un médicament sur l'acné, on apprend plein de choses sur notre vecteur de délivrance pour cibler ces bactéries sur la peau. Et donc que ce soit le vitiligo, l'alopécia, c'est 1 à 5, 10% de la population qui ont ces maladies. Et donc c'est aussi des marchés énormes qui peuvent nous permettre d'avancer très vite sur la peau. Mais après, au-delà de la peau, on a des programmes un peu plus early sur des maladies de l'intestin, inflammatoires de l'intestin, où il y a certaines bactéries qui expriment des toxines, qui créent du désordre dans l'intestin, de l'inflammation, mais aussi en onco. Toutes les tumeurs, en oncologie, en cancer, toutes les tumeurs aujourd'hui ont un microbiome. C'est-à-dire qu'il y a des bactéries qui vivent dans les tumeurs. Et aujourd'hui, du coup, en fait, ce qui est assez intéressant, c'est que à la fois ces bactéries, elles sont pas très bonnes parce que en dehors des tumeurs, il y a pas de souci, mais une fois qu'elles sont dans les tumeurs, en fait, elles vont trigger, elles vont permettre, elles vont pousser elles vont accélérer le développement de la tumeur, mais elles vont aussi en fait interagir avec les médicaments, les immunothérapies potentiellement. Et donc il y a un véritable marché aussi, et nous on s'intéresse beaucoup à aller cibler ces bactéries dans les tumeurs. Xavier, je reste sur la notion qui était un peu anecdotique de comment on rend les gens peut-être moins stressés, etc., plus heureux sur le sujet que tu évoquais, mais typiquement, toutes ces bactéries, elles ont un impact aussi sur notre psychologie. Oui, on se rend compte aujourd'hui qu'en fonction des bactéries que tu as dans l'intestin, il y a des... Alors aujourd'hui, il y a encore beaucoup de corrélations. On n'a pas encore vraiment de... La certitude, mais il y a de plus en plus de faisceaux, puisqu'on sait que certaines bactéries produisent des neurotransmetteurs en français. Et donc, qu'une grosse partie de certains neurotransmetteurs sont en fait sont produits par les bactéries du microbiote intestinal. Et donc, en fait, il y a évidemment une influence assez forte donc de notre microbiome sur notre santé mentale. Et il y a des trucs assez marrants, hein. Il y a des boîtes qui isolent des bactéries qu'on retrouve chez les athlètes de top niveau. Il y a une boîte c'était dans un labo académique qui s'est rendu compte, qui a étudié beaucoup le microbiome des athlètes de top niveau et qui a vu qu'il y avait une souche bactérienne qui était présente beaucoup plus chez ces athlètes. Et donc maintenant, qui vend les probiotiques de cette bactérie qui a été isolée d'athlètes de super niveau. Manger du Léon Marchand chaque matin. Non, donc il y a des trucs, tu vois, les gens qui font du sport, les gens qui ont une vie... Enfin, en gros, le microbiome est à la fois s'adapte à comment on vit et on s'adapte aussi à notre microbiome. Donc... il y a plein de... C'est fascinant comme monde. Ouais, mais c'est super compliqué. En fait, c'est fascinant, mais c'est super... C'est ce qui le rend fascinant aussi. C'est l'exploration complète. Mais ce qui est chouette, c'est qu'aujourd'hui, on commence à vraiment avoir des relations de causalité pour certaines maladies, certains mécanismes, où on comprend vraiment, si on tape ce gène-là, si on rajoute ce gène-là, alors on va carrément avoir un impact sur la progression de la maladie. Quand on échangeait avant de lancer les caméras, j'ai appris 2 choses. La première, c'est que la première chose à soigner et dont il faut prendre soin pour sa santé, c'est sa bouche. Alors la première chose, il y a plein. C'est un élément très important pour bien vieillir. Parce que dans la bouche, il y a un microbiome assez important qui passe à la fois dans notre intestin, certaines bactéries de la bouche, comme on avale tout le temps,
arrive à passer dans l'intestin, et puis elle passe dans le sang aussi, parce qu'en fait, sous les dents, c'est un des seuls endroits dans le corps où il y a un contact direct avec le sang. Si tu enlèves une dent, tu as un vaisseau sanguin direct. Et donc, il y a des bactéries, Fusobacterium nucleatum, Porphyromonas gingivalis, qui ont des noms assez exotiques, mais qui sont en fait... qui sont liées à des inflammations buccales et dentaires, mais qui, une fois qu'elles rentrent si elles sont là trop longtemps, si elles rentrent dans le système sanguin, en fait, peuvent coloniser, typiquement, Fusobacterium nucleatum, elle adore les endroits qui sont anaérobes, donc où il y a très peu d'oxygène, et donc elle va, les tumeurs, c'est parfait pour ça, et donc elle va coloniser les tumeurs, c'est une bactérie qu'on retrouve très souvent dans les tumeurs, et qui est vraiment pas bonne pour le développement de la tumeur. Qui est bon pour le développement de la tumeur parce qu'elle le favorise. On voit cette bactérie Porphyromonas gingivalis dans la bouche on voit qu'il y a des bactéries qui passent de la bouche aussi dans le cerveau typiquement, et donc il y a plein de maladies qui sont liées à de l'inflammation, que ce soit Parkinson, Alzheimer, il y a beaucoup d'inflammation, et ces bactéries-là sont des bactéries qui créent de l'inflammation parce qu'elles sécrètent des toxines, elles sécrètent plein de choses. Donc une bonne hygiène bucco-dentaire est extrêmement importante pour bien vieillir et pour limiter l'inflammation. Alors on parle de bien vieillir, on peut peut-être aussi faire une petite parenthèse sur bien grandir. Toutes les recherches que tu vois passer, les vôtres peut-être aussi, sur les jeunes et tous ces impacts de ce qu'on prend, de ce qu'on ingurgite petit, va avoir comme impact sur la durée de sa vie. Je veux bien que tu me dises quelques mots, on en parlait très rapidement tout à l'heure, mais c'est fascinant en fait. Ce qui est assez génial, c'est qu'on arrive maintenant aujourd'hui à avoir les premières études, alors pas nous, mais la communauté scientifique, sur, avec du recul sur maintenant 50, 60 ans, des années du coup 50, 60, où il y a eu les premières études sur, on suit de façon, on suit dans le temps des enfants des années 60 et on regarde aujourd'hui ce qu'ils deviennent et en fait on essaie de comprendre un peu l'impact de ce qu'ils ont mangé typiquement. Et donc, je suis papa de deux magnifiques petites filles qui ont 1 et 4 ans. Du coup, j'essaye de faire ce qu'il y a de mieux pour elles et pour leur développement. Moi-même, je suis allergique, asthmatique, donc je fais assez attention à ces choses-là parce que je sais que justement, quand on est jeune, il y a beaucoup de choses qui se passent au niveau du système immunitaire. Le microbiome est super impliqué. Et donc, en fait, dans les 2-3 premières années de la vie, on se rend compte, typiquement, là, c'est une étude qui a été publiée courant de l'année dernière, qui montrait qu'en fonction de la quantité de sucre qu'on donne dans les 2 premières années de la vie, en gros, ça va avoir un impact de malade sur les développements de maladies cardiovasculaires, diabète, mais après 60 ans. Donc en fait, on ne voit pas l'impact avant 60 ans. Et donc, ce que cette étude montre, c'est qu'à 60 ans aujourd'hui, les gens qui ont, alors je ne sais plus exactement combien, mais en gros, qui ont une alimentation plutôt sucrée, enfin très sucrée, ont 3-4 fois plus de chances, je crois, en tout cas c'est significatif, de développer diabète et maladies cardiovasculaires. Et en fait, c'est des choses, on commence à peine à les voir. Et aujourd'hui, on essaie de bien vieillir, et la plupart de ces maladies quand même apparaissent après 60 ans. Je crois qu'aujourd'hui, il y a 9% des gens qui après 70 ans, qui sont encore en bonne santé, qui n'ont pas eu une maladie. Et le microbiome, pour le coup, là, c'est vraiment dans ce qu'on fait, le microbiome des enfants et des nourrissons jusqu'à 2 ans, en fait, d'en prendre soin, c'est leur donner des bonus, des points de vie, comme dans les jeux vidéo, en plus. Pour plus tard. Parce qu'en fait, ce microbiome... Et attends, pardon. Vas-y. Parenthèse, on reste là-dessus, parce qu'on a bien compris l'enjeu. Comment on favorise ce microbiome petit ? Ouais, alors justement, en fait, il y a... donc ce microbiome petit, dans les 2 premières années, ce qui est super important, c'est que pourquoi le microbiome intestinal est important et d'en prendre soin, c'est parce qu'il permet la maturation du système immunitaire. En fait, dans le gut, l'intestin, c'est vraiment là où ça joue un très grand rôle dans la maturation de notre système immunitaire. Et donc, les bactéries qui habitent dans l'intestin, c'est elles qui interagissent beaucoup avec les cellules immunitaires. Qui vont les préparer, en fait. C'est qui vont les préparer et qui vont aussi les protéger, qui vont permettre de se développer avant qu'elles rencontrent les mauvaises bactéries. Donc, ce qui se passe, c'est quand
il y a certaines espèces bactériennes, on s'est rendu compte qui étaient vraiment importantes et qui prenaient soin, qui mettaient un bon contexte pour un développement du système immunitaire correct. Et ces bactéries, ce qui est assez intéressant, c'est qu'en fait, pour qu'elles restent dans l'intestin du nourrisson jusqu'à ses 2 ans, elles ont besoin, en fait, et puis qu'elles puissent combattre et prendre le dessus sur les bactéries que nous on a, qui sont des bactéries qu'on a souvent quand on est plus vieux, qui sont plus pro-inflammatoires. Elles ont besoin de certains sucres, et ces sucres, ce sont des sucres qui sont produits uniquement dans le lait maternel, par les mamans. Et donc d'allaiter ces enfants, ça permet de donner un boost à ces espèces bactériennes dans le microbiome de l'intestin, de leur permettre de prendre le dessus sur les bactéries qui sont pro-inflammatoires, et donc d'assurer un bon développement du système immunitaire de l'enfant. Et donc on voit que c'est associé à une réduction de l'asthme, des allergies et des maladies potentiellement des maladies auto-immunitaires. Et ça, on peut pas l'avoir dans du lait infantile, on n'arrive pas à l'intégrer. Alors non, en fait, ça s'appelle des HMO, des Human Milk Oligosaccharides. Je crois qu'il y en a 100 ou 200 de façon... C'est des sucres extrêmement complexes. Il n'y a que ces bactéries-là qui peuvent les manger, en fait. Et donc, comme c'est la guerre entre les bactéries, si tu peux manger un truc que les autres ne peuvent pas, tu prends le dessus. Et ça, c'est produit uniquement dans le lait maternel. Et en fait, donc il y a quelques boîtes qui essaient de le synthétiser. C'est extrêmement compliqué. C'est des sucres qui ont plein de branches très particulières. Il y a une boîte Numi en France qui essaye, il y a 2-3 boîtes dans le monde, mais il y a une boîte française qui essaye de produire du lait infantile avec des cellules humaines, des cellules humaines des glandes mammaires. Et donc aujourd'hui, ça, le lait infantile, il n'y a pas ça dedans. Et donc, en fait, l'allaitement, si on peut le faire... On jette évidemment là pas l'opprobre sur les femmes qui décident de ne pas allaiter. Je le rappelle. Et vraiment pas, mais c'est pas du tout le sens de mon message. Bien sûr. Mais en fait, si il y a la possibilité de le faire, en fait, ce qui est et jusqu'à présent, on le savait pas. Hein. Moi, ma mère m'a pas allaité parce que les médecins disaient ça sert à rien, etc. Et donc il y a pas de. Mais aujourd'hui, le faisceau d'indices qui montre que l'allaitement permet de prendre soin de ce microbiome, et on comprend vraiment que le microbiome est important dans la maturation du système immunitaire. En fait, c'est donner vraiment des points de vie en plus potentiels aux futurs adultes. Très intéressant. On parle beaucoup de science, oui. mais tu le savais, moi, c'est passionnant. C'est passionnant. On peut pas là ne pas parler de tous ceux, je disais en introduction, qui défient la science ou qui se mettent des œillères. Je sais pas à quel point ça te touche ou pas du tout. Je sais pas ce que tu peux partager pour rappeler quand même à quoi ça sert et que on prend de meilleures décisions à partir de données réelles qu'à partir de simples convictions. Non pas que les convictions ne comptent pas. La science est attaquée aujourd'hui. Principalement avec ce qui se passe aujourd'hui aux États-Unis. Qui n'a pas attendu l'élection pour être attaqué. Hein. Non, qui n'a pas attendu l'élection pour attaquer. Mais maintenant, c'est les financements qui sont attaqués. Maintenant, c'est les financements, et donc c'est un peu le nerf de la guerre aussi. C'est les financements, la communication. Et il y a des choses, en fait, en discutant avec des chercheurs aux US dans notre domaine, nous, on parle de diversité bactérienne. C'est très important, la diversité bactérienne, parce que et les gens enlèvent le mot diversité bactérienne dans les demandes de grants, mais c'est dogmatique. Et parce qu'en fait, ils n'ont pas le choix. Et donc, ça devient... oui, la science est vraiment attaquée. Alors, il va y avoir des ripple effects de ce qui passe aux US... oui, surtout le côté... dans bien des sujets, les programmes sont mondiaux. Alors, les programmes sont mondiaux. Toute la surveillance des maladies, tout ce qui est pour les épidémies, ne plus avoir les US vraiment impliqués, c'est très compliqué. On voit les cas, les gens qui ne veulent plus vacciner aux US. Donc vraiment un retour au Moyen-Âge. Ce qui est, je pense, une opportunité aussi pour l'Europe, au final, parce qu'il faut voir dans tout problème, il faut voir les opportunités aussi. Ce qui est une véritable opportunité pour l'Europe de prendre le leadership. De prendre le leadership. Alors,
le leadership, enfin, c'est compliqué. La Chine aujourd'hui est double down sur beaucoup de nouvelles technologies, et en santé aussi. La recherche et le développement de molécules thérapeutiques en Chine, typiquement aujourd'hui, le nombre de... Il y a plein de deals qui se font d'investissement ou des boîtes américaines qui prennent des programmes de Chine qui sont au même niveau que les programmes thérapeutiques européens ou US. Donc la Chine met beaucoup le paquet. Donc je ne sais pas si en termes de leadership c'est compliqué, mais vraiment je pense un pion à jouer aujourd'hui. Et ce qui est génial, c'est que on voit il y a des gens aux US, je parlais de Yasmine Belkaïd, la patronne de l'Institut Pasteur, elle est revenue elle était dirigée le centre du microbiome, l'immunité au NIH, NIAID, et elle est revenue prendre la direction de l'Institut Pasteur. Et on a tous nos chefs d'institutions de recherche qui aujourd'hui, clairement, n'ont pas peur de dire que la science est attaquée. Et ce qui serait assez génial, c'est qu'il y a quand même plein de gens aux US aujourd'hui qui veulent revenir. Parce qu'ils ne veulent... Moi, j'ai plein de potes qui ont pas plein de potes, des amis dans des laboratoires, qui sont chefs de laboratoire dans des instituts prestigieux aux US, qui veulent revenir en France, ou en Europe en tout cas. Et donc, il y a une véritable opportunité aujourd'hui, mais il faut... Ce qui est compliqué aujourd'hui, c'est de faire revenir à nous les talents et d'investir encore plus et de continuer à faire partie du leadership et de profiter. C'est mon profond. Non, mais c'est le mot. Il y a une opportunité, il y a des trous à combler. Des trous à combler et puis d'être vocal. Il faut continuer à être vocal et il faut que les gens n'aient pas peur de dire que ça ne va pas. Je pense que ça va laisser des dommages clés, des dommages importants, même en fait pour les médicaments, pour l'industrie pharmaceutique, c'est assez compliqué ce qui est en train de se passer parce qu'on ne sait pas à quelle sauce on va être mangé. Les cuts sont massifs dans la FDA, la Food and Drug Administration, qui est l'organe de régulation des médicaments. On ne sait pas quels sont les médicaments qui vont être poussés plus sans forcément regarder. Donc en termes de safety, il va peut-être, il va risque d'y avoir un retour de bâton assez fort. Et puis le pire, c'est au final, c'est pour les patients, pour la planète. Qui n'est pas les US, qui était une force majeure d'innovation, ça va ralentir tout ce qu'on est en train de faire aujourd'hui pour répondre aux problèmes de société et répondre aux problèmes de climat. Je te propose de répondre à un sujet plus personnel maintenant. Allez, relaxez-vous. Et maintenant, on parle de vous ? Alors c'est le moment où on va parler peut-être un peu plus personnel, même si la vie perso et la vie pro de l'entrepreneur sont souvent intimement liées. On va essayer de comprendre qui tu es, qui tu aurais pu être, peut-être, Xavier. Et il me semble, Étienne, que tu avais un sujet qui, à mon avis, arrive au bon moment pour cette rubrique. Absolument, Thomas. C'est vrai que par mon métier, je rencontre beaucoup d'entrepreneurs. Et ce qui me fascine, ce qui m'émerveille dans l'entrepreneuriat, c'est cette capacité à transformer une idée et la concrétiser dans une entreprise, en particulier dans le domaine de la biotech. Donc je voulais savoir, Xavier, qu'est-ce qui t'a poussé à fonder une biotech ? Là où d'autres chercheurs restent chercheurs. Très bonne question. En fait, je crois que j'ai eu l'immense opportunité de faire une thèse en partie à Boston, au MIT, dans un écosystème où entreprendre en recherche, entreprendre en biotech était déjà monnaie courante dans les années 2010, ça fait un petit moment. À l'époque, en France, on parlait à peine d'entrepreneurs, pas tant de start-up que ça, et encore moins de biotech. Alors, il y avait des biotech qui existaient, mais en effet, ça se comptait sur le... Il n'y en avait pas tant que ça. Non, et surtout, c'était pas quelque chose que les jeunes lançaient comme aujourd'hui. En fait, l'écosystème a beaucoup évolué, mais en fait, au début, moi, je voulais être chercheur. Mon rêve, c'était de devenir professeur au MIT. Et donc, quand je suis arrivé là-bas, j'ai eu la chance d'avoir cette opportunité grâce à Grégory Batt, un
mon chef de thèse de l'INRIA, qui m'a aidé à co-construire un programme de thèse entre l'INRIA et le MIT. Et en fait, là-bas, je me suis rendu compte que si on voulait vraiment changer le monde, c'était pas seulement en découvrant des choses, mais c'était en justement essayer de traduire ces inventions en innovation. Et autour, en fait, à Boston, quasiment la plupart des profs chercheurs dans tous les domaines de la recherche ont participé à la création d'une ou plusieurs sociétés. Et bon, j'ai toujours eu un peu cette âme d'ingénieur, j'aime créer des choses. Et en fait, à chaque fois que j'allais voir mon directeur de labo ou d'autres copains, je disais, tiens, j'ai créé ça, j'ai modifié telle cellule. Je disais, tu pourrais pas créer une boîte avec ça? Ça répond à quoi comme besoin? Et on a eu plusieurs idées. Il y en a plein qui ont pas vraiment. Tu t'es fait inséminer, l'idée entrepreneuriale à chaque découverte. Alors, je pense que l'idée entrepreneuriale, j'ai toujours aimé organiser des trucs, rassembler des gens, que ce soit j'ai organisé des soirées électro dans des châteaux. J'aime bien rassembler plein de gens autour d'un projet. Et puis, mais la recherche, je pensais que c'était plutôt le côté inventif, créatif. Et puis, et c'est vrai qu'à Boston, ça m'a ouvert les yeux. Je me suis dit, en fait, je veux pas être professeur, je veux être entrepreneur. Comment, parce que tu es très impliqué dans un certain nombre de sujets deep tech depuis un certain nombre d'années, comment on crée cette petite graine chez tous ces chercheurs? Je suis chez ce cher Serge, j'arrive à le dire. Comment on arrive à créer la petite graine qui te fait basculer dans le monde d'entrepreneur? Je pense qu'il y a deux choses. C'est lié. C'est l'inspiration rôle modèle et le storytelling, mais dans le bon sens du terme. Il y a, à l'époque, les biotech françaises, en fait, les gens, les entrepreneurs à la tête des biotech françaises, on n'entendait pas du tout parler. Je pense que l'entrepreneur le plus connu français en biotech, c'est Louis Pasteur. Mais on le voit plus comme un chercheur qu'un entrepreneur, mais c'était un vrai chercheur entrepreneur. Il a dû trouver de l'argent pour créer des usines, pour pouvoir créer des millions de doses de vaccins. Et en fait, aux US, les chercheurs qui montent des boîtes sont mis en avant. À l'époque, on parlait beaucoup plus. C'était dans les cours, dans les cursus, même d'éducation, c'était pas que des professeurs qui venaient nous parler, nous faire des cours. C'était des entrepreneurs aussi qui avaient monté des boîtes et qui nous montraient justement que cette translation de la recherche et qui mettait dans le concret tout de suite à quoi servait la recherche dont ils avaient été issus, dont leur boîte avait été issue. Et donc de voir ces gens avec cette passion, ce drive, et puis la façon dont ils le racontaient aussi, c'est quelque chose qui ne peut que te donner envie de dire j'aimerais bien être comme ces personnes-là et j'aimerais bien arriver à faire ce qu'elles font. Et donc l'inspiration, rôle modèle et la façon et le storytelling. Et les Américains sont très bons à faire du storytelling. Et donc pour convaincre des petits jeunes qui sont un peu curieux et qui ont envie de faire des choses, c'est ce qu'il leur faut. Et en France, je pense que maintenant de plus en plus, la deep tech, on en parle de plus en plus. Je pense que si on regarde l'inspiration dans la tech, le digital, il y a eu plein d'entrepreneurs qui ont été mis en avant, qui ont été dans les médias, qui ont fait parler d'eux, parce que c'est des produits qui parlent aussi beaucoup plus aux gens, les produits consumer tous les jours, donc c'est plus facile. Et il y a eu tout cet engouement pour la tech. La deep tech, ça commence. Maintenant, aux US, alors avec Elon Musk et avec ce qui se passe aujourd'hui, c'est un petit peu différent, mais il a quand même poussé un petit peu, fait rendre émerveillant et émerveiller les yeux, je pense, de pas mal de jeunes sur on peut faire autre chose que de la tech, et on peut changer les industries très complexes, on peut aller sur la Lune, on peut faire du spatial, et je pense qu'en France aujourd'hui, on commence à avoir quand même, avec cette deep tech qui se démocratise, de plus en plus de jeunes qui sont mis en avant, jeunes entrepreneurs, alors pas forcément en âge, mais en tout cas des entrepreneurs qui se lancent dans l'aventure et qui donnent envie aux autres. Et puis, ce qui nous manque encore, c'est des gros succès. En tout cas, et des succès des gens qui en parlent et qui redonnent à la communauté. Après, quand on voit des Français qui, pendant le Covid, alors certes, c'était pas des boîtes françaises, mais c'était des Français qui avaient monté des biotech, je pense à Stéphane Bancel, Moderna,
qui arrivent à trouver des solutions comme ça avec une visibilité mondiale, ça participe peut-être aussi à l'engouement et l'essor pour des biotech comme vous. Ah oui, je pense que l'exemple de Moderna est un exemple fabuleux et que tout le monde a envie de suivre. Après, il en faut plus. Il y a pas mal de Français aux US qui ont monté des boîtes, qui cartonnent. La plus grosse boîte aujourd'hui de synthèse d'ADN, c'est dirigé par une Française, Émilie Leproust, mais on n'entend pas parler en France. Il y a eu en biotech l'année dernière 2-3 boîtes qui se sont vendues plus d'1 milliard. Je pense que je sais pas si t'es au courant. Non. Voilà. Et des m'aurait intéressé pour cash out. Hein. Non, mais des boîtes qui sortent à 1 milliard, il y en a pas beaucoup, même dans la tech. Ouais. Et quand elles sortent, c'est assez incroyable. Et au final, c'est des gens qu'on met pas forcément en avant, c'est des histoires qu'on met pas en avant, mais qui existent au final. Et donc il y a quand même cette éducation à faire. Je pense que le rôle des médias est super important là-dedans. Mais souvent, ce sont des histoires qui sont un peu moins faciles à communiquer, c'est des thérapies, c'est des médicaments un petit peu complexes qui sont rachetés par des big pharma et donc le consumer est pas là. Je te confirme que je me suis un peu plus creusé la tête et tiré les cheveux pour préparer cette émission, pour essayer de comprendre, mais c'est toujours plus simple quand on a un entrepreneur qui peut nous l'expliquer. Tu crois dans la science, Xavier? Je ne sais pas si tu crois dans les univers parallèles, mais admettons, dans un autre univers parallèle, Xavier n'était pas chercheur, n'était pas entrepreneur. Qui aurait-il pu être? Il me semble que c'est une question qui t'est adressée par un proche qu'on écoute tout de suite. Vous avez un message. Ouais, salut Xavier. Écoute, moi l'entrepreneur, il a toujours du mal à respecter exactement les consignes, mais j'ai pas une, mais j'ai 2 questions pour toi. La première, je me suis toujours demandé qu'est-ce que tu aurais fait si tu n'avais pas fait une start-up dans les biotech ou si tu n'avais pas travaillé dans la biologie, on va dire, au sens large. Ça, c'est ma première question. Et ma deuxième question, c'est qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour qu'on fasse des trucs ensemble dans Moho? On profite toujours des passages pour quelques messages personnels. Hein. Yes. Tu peux commencer par le personnel, et si tu veux. Et ce qui m'intéresse, c'est évidemment quel aurait été l'univers parallèle dans lequel Xavier Duportet aurait été un autre homme. Olivier Cotina, un super pote. Entrepreneur qui a monté School Lab, qui avait une super femme à qui je rends hommage, Audrey, qui nous a quittés il y a quelques années. Okay. D'un cancer foudroyant, mais qui était une femme super. Et Olivier a lancé plein de choses. Il a lancé notamment Moho, qui est c'est un tiers-lieu. C'est un lieu d'innovation où il essaie de regrouper et faire plein d'initiatives pour des changemakers de tout domaine, politique, entrepreneurs, chercheurs, culturel pour faire le D-Day de l'innovation, essayer un peu de changer le monde avec vraiment et de répondre aux grosses problématiques actuelles. Pour y aller, il te faut du temps. Pour y aller, en fait, il me faut du temps, mais c'est pour ça les 2 réponses sont liées en fait parce que ça fait, du coup, j'ai 2 enfants, ma femme est aussi scientifique entrepreneur, et on n'a presque pas de vie sociale, et ma vie, c'est ma boîte en ce moment, et mes enfants. Et donc c'est une question de temps parce que j'aime pas vraiment faire les choses à moitié et j'aime pas m'impliquer dans des trucs où au final il y a juste mon nom et je ne sers à rien. Et c'est toujours ce que je t'ai dit, Olivier. Et donc, pour répondre à ta question, il me faut du temps. Et le temps, je commence à en avoir un petit peu plus parce que mes enfants, remarque. Non. Et tu le sais. Mais je le prendrai pour toi, Olivier. On en a parlé récemment. Et là, tu me le fais dire sur les ondes. Donc, parole, tu as ma parole. Et en fait, pourquoi c'est lié? Parce il est fort. Il est fort. Il est fort. Il suffit de voir ce qu'il fait. Il sait faire plein de choses. Et il arrive à ça. Il arrive toujours à ses fins. Et en fait, qu'est-ce que j'aurais fait? Je pense que j'aurais pas donné la même réponse il y a 4 ans. Mais je crois que je serais père de famille au foyer si j'avais fait autre chose.
Oh. Parce que c'est tout simplement génial d'avoir des enfants et que j'essaie de passer le plus de temps possible avec eux, mais c'est compliqué. Et que ce serait cool d'être père au foyer. Mais à côté de ça, ce serait bien d'être père au foyer. Avec une activité. Éleveur de fourmis, parce que je suis passionné de fourmis depuis que je suis gamin. Et j'ai des colonies de fourmis un peu partout, qui m'ont suivi. On en a une très grande chez Eligo dans notre boîte, dans notre... Et au final, ne me dis pas entrepreneur, mais c'est un business. Il y a une grosse communauté de gens qui élèvent des fourmis. Et donc, c'est pas un business. Il y a des gens qui font un business de ça. Et c'est quoi? Tu élèves les fourmis à construire des trucs que tu revends? Non, t'élèves des reines, en fait. T'élèves des reines de fourmis. Et donc, tu crées des colonies et tu vends des colonies à des passionnés de fourmis, des myrmécophiles. Je suis obligé de m'arrêter là-dessus, Xavier, parce que, beaucoup de gens ont lu Les fourmis de Bernard Werber, qui était passionnant. Ouais. Mais une fois que tu décides d'élever une colonie chez toi, qu'est-ce que tu observes? Pourquoi? Est-ce que c'est comme avoir un bocal avec des poissons dedans, un aquarium plutôt qu'un bocal d'ailleurs, un aquarium où tu vas observer une vie, en l'occurrence sous-marine? C'est de cet ordre-là, c'est encore plus poussé. Je pense que c'est beaucoup plus génial. Un poisson, tu regardes faire le poisson de 3 tours, t'as vite fait le tour. Les fourmis, en fait, c'est vraiment les fourmis, c'est des communautés, des organismes extrêmement complexes. Tu regardes, en fait, c'est très compliqué d'élever des fourmis, c'est parce que c'est dur, en fait. Attends, tu mets pas juste la reine et point? En fait, en fonction de ce que tu as, les fourmis ont des modes de vie complètement différents. Il y a des espèces de dingues. Il y a des fourmis qui sont simples, qui mangent seulement des graines. Donc, tu mets une reine dans un tube, il faut contrôler l'hygrométrie, il faut contrôler combien... donc, il faut bien être sûr de bien les nourrir. Puis, en fait, après, tu regardes comment la société se développe. La société... il y a différents stades, en fait. Les reines font les premiers œufs ensuite vont aider à la fondation, mais ensuite il faut pouvoir, une fois que ta colonie a quelques milliers d'individus, ça prend du temps. Tu peux faire des tests, tu peux mettre des prédateurs, tu peux faire plein d'expériences avec tes fourmis. Et puis après, l'ultime, c'est d'arriver à pouvoir créer un cycle qu'elles fassent des sexués, donc de pouvoir créer des princes et des princesses pour pouvoir fonder une nouvelle colonie. Ça, c'est très compliqué parce qu'il faut arriver à une colonie qui soit dans les très bonnes conditions. Et puis t'as des fourmis qui sont fascinantes aussi à regarder. Nous, chez Eligo, on a une colonie de fourmis coupeuses de feuilles qui viennent du Trinidad et qui sont des fourmis là où c'est très compliqué. Il faut avoir la bonne nourriture, la bonne température, la bonne hygrométrie. Il faut pouvoir contrôler la vitesse de croissance. C'est assez fascinant. Donc tu peux rester des heures à regarder ta fourmilière. Ouais. Et je me moque vraiment pas de toi. Non, je le prends pas du tout comme ça. C'est fascinant. Ouais, ça a l'air. Ouais. Et tu recrées une deuxième colonie, ensuite elles s'affrontent ou elles se rappellent qu'elles viennent de la même... Alors, en fait, d'arriver à créer moi, j'y suis jamais arrivé. Il faut que la colonie ait déjà plusieurs années, parce qu'il faut du coup que la colonie se dise on est assez robuste pour dépenser de l'énergie dans des nouvelles fourmis qui vont servir à rien pour la colonie. Quand tu produis des sexués, elles ne font strictement rien, elles mangent énormément, et elles servent juste à s'envoler, à les reproduire. Tous les nuages de fourmis que tu vois à la fin de l'été, c'est pas les fourmis ailées, c'est pas une espèce de fourmis, c'est les sexués, c'est les reines et les futurs mâles, qui après l'accouplement meurent en quelques heures pour les mâles, et les femelles vont créer. Bref, on va pas rentrer dans la... Non, tu me lances alors, dans la... Oui, déjà parce que je trouve ça toujours passionnant d'aller dans les passions des autres. Ça permet de s'en découvrir parfois de nouvelles. Mais de fait, est-ce que tu fais un lien entre ce que tu peux observer chez les fourmis et ce que tu peux observer en micro dans les organismes sur lesquels vous travaillez, et où, comme ça je te laisse 2 options de sortie et tu peux me dire ni l'un ni l'autre, mais aussi dans l'organisation et la construction d'une entreprise avec des équipes. C'est marrant, j'ai essayé de faire un moment... quand j'étais un peu plus dans les médias, j'étais invité à faire des talks à droite à gauche. Et t'as essayé de faire un parallèle. Et j'essayais de faire justement bio-inspiration, regarder ce qui se passe chez les fourmis et d'essayer de sortir des... mais bon, c'était dans une boîte du CAC 40, je crois. C'était... Okay. Ça avait pas...
Ça Je t'a crois pris pas que ça avait pas, je crois que ça avait pas pris. Non. Tant que t'as pas tué la colonie. Tant que t'as pas tué la colonie. Non, Tout mais va chez bien. Lego, c'est marrant, tu vois, on a un peu un rituel, c'est quand on tue la vie de la colonie, enfin, en tout cas. Attends, comment ça? Bah, en gros, si la colonie meurt ou quand elle va pas bien, je fais, oh là là, la boîte va pas bien. Et c'est marrant. On a eu 2-3 reines qui sont mortes, on a dû remettre des nouvelles colonies. Et à chaque fois, on était en mode, il s'est passé les trucs dans la boîte. Et donc, c'est maintenant superstitieux. Mais non, au final, pour répondre à ta première question, le lien entre, enfin, non, c'est plus les insectes. Cette passion pour les insectes m'a permis de faire un stage quand j'étais tout jeune, à 12-13 ans, dans un labo de recherche à Lyon, d'où je suis, qui était un laboratoire pionnier dans la transgénèse, dans la modification génétique des insectes sur des vers à soie. Et le but, c'était d'améliorer la soie de ces vers à soie par génie génétique. Et en fait, c'est là où je suis tombé amoureux de la génétique Et des labos. Et des labos. Ouais. J'ai été accompagné par un chercheur comme on en fait. Enfin, j'aimerais que tout le monde ait un chercheur comme ça qui l'accompagne, qui puisse transmettre sa passion. Et quand t'as 12-13 ans, que tu vois, il dit viens voir sur le microscope et que tu vois des vers à soie avec les yeux fluorescents, tu fais waouh. Tu te dis mais c'est génial, et c'est des choses auxquelles, tu vois, moi j'ai eu la chance de pouvoir aller dans des écosystèmes, découvrir ces choses-là. Et aujourd'hui, il y a tellement peu de... Enfin, pas tout le monde a cette chance. Et ça te change la vie, en fait. Si j'avais pas fait ça, je pense que j'aurais jamais voulu faire de la recherche en génétique. Xavier, il me reste 2 dernières choses par lesquelles je veux passer. Je vois le temps là qui défile. Je pense que ça va être l'interview la plus longue comme mon intro. Et après, je sais que t'es pris. Ta carte blanche. Carte blanche pour 40 nuances de Next. Je te donne à l'image d'une reine dont les fourmis les pleins pouvoirs, mais Ouais. les pleins pouvoirs sur notre pays. Tu décides de prendre les rênes pour Ouais. une journée. Alors, Ah, Main sur Xavier le cœur. Duporté. ouais, du coup, moi, il y a 4 choses que j'aimerais faire, je pense, qui seraient utiles. C'est de trouver un moyen qu'on libère la philanthropie pour l'éducation et la recherche. En fait, aujourd'hui, j'étais aux US, dans les campus des universités, il y a des buildings avec des noms de milliardaires, Et ça finance la et recherche. ça finance la recherche, ça finance le changement. Aujourd'hui, la France, on a des milliardaires. Il y en a qui financent l'innovation, la tech, etc. Mais vraiment dans la recherche Ça de pourrait pointe, être plus fléché. ça pourrait être plus fléché. Et je sais pas comment, mais il faut trouver des incentives pour que ces gens-là mettent plus d'argent. Ben, un peu comme on peut l'avoir sur l'art. Alors sur l'art, oui. Alors moi je connais pas, enfin je connais pas, je suis pas encore assez riche pour pour l'avoir sur l'art. Mais justement, si on parle de la France, si on veut pas que la France soit un musée, mais si on veut qu'elle soit le fer de lance de l'innovation, eh ben ce serait bien que justement on trouve un moyen pour que les plus riches puissent financer pas seulement des musées et de l'art, mais des instituts de recherche, des initiatives de façon massive, à coût de centaines de millions, comme c'est fait aux États-Unis. Et donc ça, ce serait vraiment important. Première mesure. Première mesure. Deuxième mesure, ça c'est quelque chose d'un peu plus techno, c'est de changer un peu comment le transfert de technologie est fait en France. Transfert de technologie, Entre le public et le privé. c'est ça, c'est en fait, Entre le c'est quand fondamental et l'applicatif. c'est aujourd'hui quand un entrepreneur, soit un chercheur, soit quelqu'un de l'étranger, qui trouve en dehors du centre de recherche, du labo, de l'université, veut monter une boîte et doit négocier la propriété intellectuelle qui a été développée dans le laboratoire, dans l'institut de recherche, pour le transférer, le licencier dans une structure privée, dans sa boîte, etc. Et donc aujourd'hui, c'est très long. Il y a plein d'études là-dessus. C'est très long. C'est pas forcément très entrepreneur friendly. Les termes, en fait, sont pas aujourd'hui faits pour que dans le but que la boîte réussisse. Mais c'est souvent vu comme comment l'institut de recherche peut maximiser ses profits sur le short terme, sur ce transfert de technologie, sur cette valorisation. À l'instant T, au À lieu de le l'instant projeter sur la T, durée. voilà. Et donc, au final, on se trouve avec des boîtes qui ont souvent du debt equity, d'un institut de recherche qui est énorme, donc des temps de négociation de licence qui devraient être, en fait, les boîtes meurent, si elles se lancent pas rapidement, aujourd'hui, les technos vont tellement vite que
s'il nous faut 1 an et demi pour négocier une licence, ou même 1 an, c'est très compliqué. Et donc, il y a des choses aux US, et il y a des best practices internationaux qui existent. Et donc, il y a, je pense qu'il y aura besoin de changer un peu la façon dont c'est fait en France. Il y a des endroits où ça se fait très bien, etc. Mais je pense que je pense qu'on peut l'améliorer. C'est un mouvement à développer. Et sur lequel c'est clé si on veut faire des futurs champions au niveau deep tech en France. Donc ça, c'est le deuxième. Troisième mesure. Oui, troisième mesure. Merci. C'est le temps de reprendre tes Ouais, notes. l'esprit critique dans les études. Insuffler cet esprit critique, le rendre en fait obligatoire. Je pense, j'ai eu la chance de passer par le CRI, le Centre de recherche interdisciplinaire, qui a été monté par François Tadei, Ariel Lindner, où j'ai fait un master, où j'ai eu la chance en fait de pouvoir d'aller dans plusieurs labos, découvrir la recherche en Nouvelle-Zélande, à Pasteur, aux États-Unis, au MIT, et aujourd'hui, en fait, dans plein de programmes américains, ça existe aujourd'hui à l'université où les étudiants doivent se confronter à la recherche, doivent aller faire de la recherche dans tous les domaines, pas pour devenir chercheur en fait, mais pour en fait comprendre, appréhender le monde, et surtout comprendre en fait, et avoir un esprit critique. Pas juste apprendre des choses, mais se confronter à essayer de répondre à des problèmes qui sont concrets, parce qu'au final, la recherche, ça essaie de répondre à des problèmes concrets, des problèmes qui sont bien formulés, c'est tellement important aujourd'hui, en plus, avec les AI qui arrivent, toutes ces choses-là qui sont où on a besoin d'un esprit critique important. Et en fait, de développer ça par la recherche, c'est une opportunité assez géniale qu'il faudrait pousser. Et donc, il y a quelques instituts qui le font. Le CRI l'a poussé en France, mais ce serait quand même assez génial pour tous les jeunes, pour tous les jeunes, pouvoir se confronter, faire de la recherche, même si c'est 2-3 mois, comprendre, avoir un peu cet esprit de comment se poser des questions. Je suis pas d'accord, mais c'est juste par esprit critique. Et le dernier, la dernière mesure. C'est, alors je sais pas si c'est réac ou pas, mais pas forcément faire un service militaire, mais quelque chose qui permette aux gens de différents milieux sociaux, origines, ethnies, religions, d'être dans l'adversité ensemble. Avant, je suis trop jeune pour avoir fait le service militaire. Je pense que dans tous les cas, j'aurais pas fait avec mon asthme, etc. Mais j'ai fait l'adversité commune. Et j'ai eu une expérience qui était en prépa. J'étais un peu jeune quand je suis rentré en prépa. J'étais en internat avec des jeunes et des gens étrangers, plus pauvres, etc., de toutes les religions. Et je me rappelle des soirées, on était dans l'adversité. C'était dur la prépa et on était dans un internat qui n'était pas génial, un peu insalubre. Et on se retrouvait. On se retrouvait pas dans les toilettes, enfin dans l'espace où on se lavait les dents, etc., tous le soir. Et en fait, on refaisait le monde avec. Des musulmans, des juifs, des français, des chrétiens, des gens de Tunisie, des gens vraiment de partout, des indiens. Et on faisait des blagues les uns sur les autres. Et en fait, il y avait un esprit de corps de dingue. Et aujourd'hui, quand on voit à quel point il y a les extrêmes, on crée des extrêmes, je me dis que, moi, aujourd'hui, quand j'étais jeune, ça m'a énormément servi. J'avais 16 balais, j'avais 16 ans et j'étais avec tous ces gens de milieux complètement différents. Et on refaisait le monde en se foutant sur la gueule, en rigolant, en se faisant des blagues, et c'était vraiment incroyable. Et je pense qu'aujourd'hui, ce serait vraiment important d'arriver à retrouver un moyen d'être dans l'adversité ensemble en étant jeune pour se préparer à ce qui arrive, quoi. C'est notre manière de forger son esprit critique aux réponses toutes faites que poussent les extrêmes. Exactement. Eh ben, on n'est pas dans 40 nuances de Next pour rien. On ne se quittera pas, mon cher Xavier, pour que tu nous pitches, ou en tout cas que tu nous présentes en quelques mots très rapides, la Sista, la femme entrepreneur que tu admires et à qui on va, je l'espère si elle veut bien, passer ce micro dans quelques temps. Alors moi j'en ai deux. Mais il faudra choisir. Mais tu peux citer. Non, il y a une des cofondatrices, les cofondatrices de Numi, Eugénie et Eden, qui sont dans la deep tech, qui sont justement, qui ont été vainqueurs du Hello Tomorrow cette année, et qui font une boîte justement qui essaie de reconstituer du lait maternel à partir de cellules de glandes mammaires. Ah, c'est fabuleux. Donc de cultiver ces cellules pour faire du lait maternel. Et puis il y a Emmanuelle, la fondatrice de Akemia, qui... Et Emmanuelle, rappelle-moi son nom. Marciano. Marciano l'a reçu. D'accord.
On l'a reçu, donc voilà, comme ça on n'est pas obligé de choisir. Ouais. Je sentais que ça allait me tendre cette histoire. Écoute, je te propose alors je sais pas si qui des deux pourra et si elles veulent venir nous raconter l'épopée de cette deep tech, mais tu peux peut-être t'adresser directement à elles et poser la question, toi qui te taraude, que t'aimerais leur poser, la question que tu te poses. Ça peut être un peu tricky, hein, toi aussi t'es dans des sujets un peu durs. Alors, je suis dans un sujet un peu dur. J'ai investi de plus en plus dans les biotech et du coup, je pose des questions tricky, mais c'est pas le but. Eugénie, tu as été enceinte pendant des périodes un peu importantes avec des gros enjeux de la boîte. Comment tu t'en es sorti aussi bien? Et ben on lui demandera, et on lui demandera plein d'autres choses pour comprendre le développement de cette boîte Deep Tech que tu avais un peu pitché pendant l'émission. Un immense merci Xavier. Je pense qu'on a fait 2 heures, voire un peu plus. Wow. Et en tout cas personnellement, je me suis pas ennuyé. Si vous êtes encore là, c'est qu'a priori vous non plus. Donc merci à toi. Merci. Et merci à vous toutes et tous de nous suivre de plus en plus nombreuses et nombreux en podcast ou sur YouTube. À très bientôt pour une nouvelle épopée entrepreneuriale. Feuille blanche. 40 nuances de Sista.